les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire, qui dégouline le catch. Toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, on est ici, on analyse, on décortique, on critique en encense les shows de la WWE et consorts. Mais aujourd'hui, cet épisode est un petit peu particulier puisque nous allons inaugurer une nouvelle émission. On va voir ensemble jusqu'où elle ira dans le futur. Mais justement, il n'est pas trop question de futur ici. Il est question de passé. Nous allons plonger dans le vintage, dans l'ancien, dans le rétro. Voici Rétro Catch-up, je suis Raphaël et aujourd'hui nous sommes en 2021, il y a le Covid, ça va mal, on a décidé d'oublier tout ça, on a décidé de prendre la machine à remonter le temps et avec mes camarades on va partir 10 ans en arrière, 10 ans, on va partir en janvier 2011. Je vous laisse réfléchir un petit peu à ce que vous faisiez à ce moment-là dans vos vies et on va dire bonjour à nos invités. Nous avons d'abord celui qui s'appelait en 2021 Papy, mais du coup il n'est pas encore Papy, donc est-ce qu'on l'appelle Papa? Bonjour Papa les enfants, bonjour Raphaël, mais oui c'est moi, c'est ton papa, ça va? Ah, ça va Papa? Non, on va rester Écoute, sur Papy quand même, hein, parce que sinon ça va embrouiller tout le monde. ouais, on va rester sur Papy, très bien. Bon écoute, comment vas-tu en janvier 2011, que faisais-tu de beau? Ouh là là, en 2011, je crois que je me rompais les ligaments croisés, je crois de mémoire. C'était un bon moment sympathique. Ah oui, c'est ça qui a foiré ta carrière de catch et qui t'a fait passer côté commentateur en fait. Tout à fait, c'est là où j'ai décidé de prendre ma retraite des rings. Ah là là, quelle tristesse. Et nous avons aussi Ringside qui lui n'a pas changé. Ringside en 2011, t'avais déjà pris ta retraite des rings, je crois. Exactement. Ouais. C'était une courte carrière pour moi. Je buvais beaucoup à l'époque, je me droguais beaucoup. Les filles faciles, les bagarres de bar. Et voilà, une carrière qui est tuée dans l'œuf. Ah là là. Je vais essayer de ne pas pleurer tout de suite, mais en tout cas, je suis très content d'être là. Bonjour à toi, Raphaël. Bonjour, Papy. Bonjour, tout le peuple de catcheur. Il a fait saturer. Il y arrive lui aussi. Eh Formidable. oui, je peux le faire. Non, je suis très Bravo. content d'être là pour cette émission. Ça fait longtemps que je voulais faire des émissions un peu qui parlaient de catch rétro, de ce qui se faisait avant. On va enfin savoir si le catch c'était mieux avant. Donc voilà, C'est je une suis bonne super piste. motivé. Super. On va voir aussi avec vous, cher public. N'hésitez pas à interagir sur cette review si vous voulez qu'on en fasse d'autres. Bon, on n'en fera pas toutes les semaines, mais c'est vrai que ça peut être intéressant à date un peu marquante. Donc là, vous l'avez sûrement compris, on va faire les 10 ans du Royal Rumble. Donc on part, enfin, pas les 10 ans du Royal Rumble, mais le Royal Rumble d'il y a 10 ans. En janvier 2011, il était déjà le 30 janvier 2011. Nous étions à Boston. Alors, pour vous recontextualiser un petit peu, en janvier 2011, Dilma Rousseff, alors rien à voir avec le catcheur, Dilma Rousseff devenait présidente du Brésil. Ben Ali était obligé de quitter la Tunisie et les premières manifestations en Égypte étaient en train de faire tomber Moubarak, donc le début du printemps arabe, souvenez-vous. Charles Pasqua, lui, commençait en appel un procès sur le trafic d'argent de machin en Angola, mais il sera relaxé, ouf. Par contre, Jean-Marie Messier, lui, est condamné dans l'affaire Vivendi Universal. Et le top 50 en France et dans le monde, c'était la chanson du gros hawaïen dans sa piscine. C'était Ease qui nous chantait Over the Rainbow, souvenez-vous de ça. Après, bon, il est mort, le pauvre. Mais c'était lui le top. Vous vous souvenez de cette époque, les amis? Ah ouais, c'est marrant parce que j'aurais vu ça bien plus vieux, moi, le gros dans sa piscine. Mais si tu dis que c'est 2011, j'ai l'impression que c'était un siècle dernier, mais même pas. Alors, je crois qu'il y a, j'ai pas bien fait mon travail, mais en fait, il y a une histoire, je crois, parce que cette chanson, elle est beaucoup plus vieille. Bon, de base, déjà, Over the Rainbow, c'est très vieux, mais même cette reprise est beaucoup plus vieille, mais elle est ressortie à ce moment-là, en 2011, je sais plus trop quoi, à la faveur peut-être d'une... il faudrait faire du fact-checking. Je crois que c'est dans Urgence qu'il l'utilise pour l'épisode où on peut-être. dit adieu au docteur Mark Green. Ah, le Dr Green quand il meurt, ça c'était triste. Ouais. Ouais. Grand moment de la télévision américaine. Ça, c'est du fact-checking, les amis. Je le dis de mémoire, vous pouvez me contredire dans les commentaires. Dans les commentaires, n'hésitez pas les amis. On verra ça. En tout cas, voilà, Royal Rumble 2011. Nous avions Matt Striker, Jerry Lawler et Michael Cole aux commentaires. Ne nous rajeunit pas. Michael Lawler Cole qui était face d'ailleurs. Ouais. On va en parler, mais il était même plus que commentateur à ce moment-là de sa carrière. Voilà. Alors, on va se passer le pré-show, mais ce soir-là, donc à Boston,
grosse salle et grosse terre de catch. Le premier match de la soirée, c'était pour le titre mondial, champion du monde poids lourd, qui voyait s'affronter Edge, le champion, contre Dolph Ziggler, accompagné de sa meuf, et sa meuf, c'est pas n'importe qui à l'époque, c'est Vicky Guerrero, c'est la General Manager. Et bah, je crois que Papy, tu vas pouvoir nous en dire plus. Pourquoi on se retrouve à ce match-là depuis quand il est champion déjà, Edge? Ben oui, alors petite précision d'abord, elle est assistante general manager, Vicky, parce que le general manager, le vrai, c'est Teddy Long, mais qui a été agressé quelques semaines, je crois, avant ce Royal Rumble. Mais pour revenir donc à Edge, c'est Edge qui est champion depuis TLC, où il avait battu Kane. Je ne sais pas si vous vous souvenez du passage de Kane champion suite à son cash-in sur Rey Mysterio lors d'un Moment in the Bank mémorable. Puis il avait enchaîné son rivalité avec l'Undertaker, puis enfin pour une rivalité avec Edge qui s'amusait à kidnapper son père et qui a fini par lui prendre le titre à TLC. Voilà, à TLC. Voilà, non, sur un Fatal 4-Way, voilà, avec Del Rio et Mysterio, pour être plus exact. Et Ziggler, de son côté, lui, par contre, il a aussi gagné à Fatal 4-Way. Donc, contre le Big Show, Cody Rhodes et un certain Drew McIntyre, qui était déjà pas loin du main event de SmackDown. Et donc, en fait, c'est une triple threat à l'origine. Et Vicky avait utilisé son pouvoir de General Manager pour le rajouter Dolph pour un Fatal 4-Way, alors qu'il venait de perdre justement son titre intercontinental. Et donc, Ziggler s'en était sorti à l'arrache. Et du coup, il était devenu challenger numéro 1 pour Edge, sachant qu'il y avait une stipulation particulière. Edge n'avait pas le droit d'utiliser son spear dans ce match, sinon il perdait la ceinture. Ah, c'est une stipule violente, hein. Belle remise en contexte. Ringside, tu te souviens de tout ça? Moi, je me souviens, ouais, j'étais très mal à l'aise dans cette feud où Edge torturait le pauvre Paul Bearer. Là, ça m'avait marqué. Il le mettait dans des frigos, non, je crois, à un moment. Il n'y a pas eu un truc comme ça? Maintenant que t'en parles, effectivement. Il jetait des pizzas à la face. Non, il n'y a pas un truc aussi comme ça? Ah, peut-être. Ouais, C'était violent, oui. Ouais, je me souviens surtout du cash-in de Kane sur Rey Mysterio, qui avait été, je crois, fait dans la même soirée, qu'il avait gagné la ceinture. C'est pas la période de Edge que je préfère. Il revient de blessure, hein, Edge. C'était après sa blessure au tendon d'Achille. Et Babyface, c'est pas ce que je préfère. Bon, il y a Vicky Guerrero qui est là, qui est marrante. Les débuts de Ziggler un peu qui s'approche du main event. J'en garde quand même de bons souvenirs de tout ça, moi. Oui, moi aussi. Mais c'est vrai que de mémoire, je sais pas comment. C'est peut-être parce que c'est un des plus costauds, mais le cash-in de Kane, hein, c'est un de ceux qui m'a paru le plus dominateur de tous les cash-in de l'histoire, quoi. Il est arrivé, il a ouvert sa mallette, il a cassé la gueule à Rey Mysterio, il est reparti, quoi. C'est bon. C'est ça, là. Taper du poing sur la table, ponctuer l'événement, là. Voilà, j'ai la manette, j'utilise tout de suite, je suis champion tout de suite. Il y en a d'autres qui le referont par la suite, comme Dean Ambrose. Ouais. Bayley aussi. Non, pas Bayley. Si, Bayley peut-être? Non, Alexa Bliss, non? Ou Bliss, je confonds, ouais, peut-être. Ouais. Oui, Bliss sur Nia Jax, ouais. Un grand moment. J'en ai aucun souvenir de ça, par contre. Et c'était Kane en plus en mode Inspector Kane, parce que c'était l'époque où l'Undertaker avait été attaqué par un mystérieux personnage. Et donc c'était l'Inspector Kane qui avait caché sa mallette. Parce qu'à chaque fois il disait je pense que c'est toi, je pense que c'est toi, je pense que c'est toi. Et puis en fait c'était lui. Oui. Sacré Kane. Il en a fait des choses, hein. Il en a bourlingué des trucs à la WWE. Un futur Hall of Famer. Futur Hall of Famer. Ça c'est certain. Ça c'est certain. Bon, en tout cas, le match là, c'est Edge contre Ziggler. Et effectivement, tu l'as rappelé, Papy, hyper important. Si Edge utilise le spear, il perd le match, mais il perd la ceinture. Et du coup, on a clairement un match qui est un storyline match, puisque bon, il se passe pas mal de choses entre les deux hommes qui sont pas dégueux dans le ring. Même si j'ai trouvé que le match était assez lent à le revoir là, avec beaucoup de sleeper hold de Ziggler, une série de contres mutuels où il s'évite. J'ai noté d'ailleurs que Dolph avait des chants aussi, Let's Go Dolph, hein. C'est vrai que Edge faisait pas l'unanimité. Et puis, alors Vicky Guerrero, qui est une grande stratège, hein, quand elle voit à un moment donné Edge dominer et se mettre dans le coin et préparer le spear, elle se met à gueuler pour lui dire « Ah, il faut pas qu'il fasse le spear !» Alors du coup, Edge est quand même pas
tout à fait con, il se ravise, alors que si on lui avait rien dit, peut-être qu'il aurait fait le spear, il aurait perdu la ceinture. Il préfère faire un petit DDT des familles, là, son, comment ça s'appelle ça? Execution? Edge-o-matic? Education, je crois, non? Voilà, Execution. Donc Edge s'apprête à gagner sans utiliser son spear, mais Vicky Guerrero retient l'arbitre, elle tire sur la jambe de l'arbitre, et elle est vraiment très vénère, elle monte sur le rebord du ring, et elle se met à engueuler Edge, parce que bon voilà, c'est son ex-mari, il y a plein d'histoires, là c'est de la jalousie, c'est très compliqué. Vicky va même jusqu'à baffer Edge à plusieurs reprises. Heureusement, le champion est sauvé par l'arrivée miraculeuse de la sublime Kelly Kelly, qui vient tabasser un petit peu Vicky Guerrero. Pendant ce temps, Ziggler, il claque un near fall, le sleeper hold. Il est proche de renverser la situation et de gagner. Sauf que surgit un malencontreux et pas très bien fait ref bump où l'arbitre a pris un coup là, aïe. Mes yeux, mes cheveux, mes narines. Il a très mal l'arbitre. Pendant ce temps, Edge, il se lève. Il voit l'arbitre KO, Vicky Guerrero KO. Évidemment, il se laisse pas prier. Il se met dans le coin, il s'élance. Il fait un gros spear sur Dolph Ziggler. Ensuite, il se couche un peu, il fait le mort quand l'arbitre se relève pour faire genre c'est pas moi, j'ai rien fait. Et ensuite, petit clin d'œil à son petit copain, ça fait plaisir à papy parce que c'est son chouchou. Kill switch, Christian, dédicace. Et Edge remporte donc le match en ayant quand même un petit peu fraudé. Hein. Alors, ringside, voilà, t'es pas un grand fan de Edge. En babyface, est-ce que là, on retrouve pas un peu quand même sa vraie nature à Edge au final? Ouais, c'est ça qui est chouette, c'est ce finish où c'est l'ultimate opportuniste qui part tirer son épingle du jeu et reporter le match, conserver sa ceinture malgré toutes les manigances de Vicky Guerrero et l'utilisation du boy toy Dolph Ziggler. Ouais, effectivement, comme tu disais, c'était assez lent. Je dirais que c'était pas un très très grand match quand même. 20 minutes 45 il a duré ce match de championnat. Ouais, c'est long. Hein. C'est long. Comme je disais, Edge, il revenait de blessure. Et franchement, il est pas au top. Il fait quasiment rien dans le match. C'est Dolph Ziggler qui fait tout, qui survend. Et bon, c'est hyper scénarisé. On est content de voir débarquer Kelly Kelly qui a un pantalon serré, taille basse et qui n'a pas mis de petite culotte. Donc ça, c'est toujours sympa. C'est plus intéressant que l'arrêt des fesses de Sami Zayn. Mais voilà, je dirais pas que c'était un très grand match. Effectivement, comme je le disais, donc Edge pas au top de sa carrière, pas au top de sa forme. Il va prendre sa retraite un petit peu après, dans l'année. Dolph Ziggler qui est quand même déjà quasiment dans le main event à l'époque. Il a un match de championnat. Il est en ouverture du show. On a beaucoup glosé sur le fait qu'on lui a jamais donné d'opportunité. Là, ce soir-là, il l'avait. Il a plutôt bien joué sa carte, bien tiré son épingle du jeu. Alors, c'est l'époque où on lui avait coupé les cheveux et apparemment il était pas très content. Il avait pas les cheveux longs, il avait une espèce de... Bon là, il était en train de repousser, quoi, mais il était pas trop satisfait qu'on l'ait forcé à lui couper les cheveux. Ça lui fait une drôle de gueule, effectivement. Il était super musclé, des grosses épaules, beaucoup plus que maintenant. Edge, par contre, il est out of shape complètement. Voilà, je pense que le match était trop long. Mais bon, la réalisation, le twist à la fin, c'était plutôt sympa. Ouais, c'est ça en fait, c'est vraiment, enfin c'est ce que j'ai dit, pour moi, c'était un match de storyline. On s'attendait tellement à ce qu'il se passe un truc autour de cette stipulation que ça a mis du temps à venir. Tu fais bien de le signaler, c'était quand même la dernière apparition de Edge au pay-per-view Royal Rumble avant son retour donc en 2020. Papy, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Ça t'a fait plaisir de revoir Dolph Ziggler, Vicky Guerrero, Kelly Kelly? Ouais, alors Kelly non, en plus, comme je me suis dit pour me remettre un peu dans l'ambiance, j'ai regardé un peu les anciens Raw, SmackDown, du coup je l'avais un peu revu avant. Et c'est vrai que j'avais oublié que c'était la période où Kelly était en plein push. Je crois même que c'est peu de temps après qu'elle va avoir son premier titre et son seul titre féminin. Il me semble, si je dis pas de conneries. Et donc, ouais, et Dolph. Alors là, c'est marrant parce qu'en fait, tu vois, je me souvenais parfaitement de cette rivalité. Par contre, je me souvenais plus du tout comment il faisait pour s'en sortir dans le match, Edge. Donc, c'est plutôt sympa de revoir le truc se dérouler en disant, mais mince, comment il a fait pour s'en sortir déjà de cette embrouille. Et donc, c'était plutôt sympa, effectivement. Edge a bien diminué, vu qu'il prendra sa retraite 2 mois plus tard. Et Ziggler, en plus, c'était l'époque où il avait son sleeper hold qu'il utilisait souvent, parce que j'ai regardé d'autres matchs de lui à cette époque, et il l'utilisait aussi contre d'autres catcheurs. Donc, c'est pas juste
d'entourloupe pour ralentir le match pour Edge. C'était lui aussi qui avait ce catch-là à cette période-là. Donc c'est vrai que la somme des deux, plus le fait de jouer sur le spear, ça a vraiment bien rallongé le match et ralenti le match. Mais je pense aussi parce que la carte, on va s'en rendre compte au final, mais il n'y a pas tant de matchs que ça finalement dans la carte pour un show un pay-per-view comme ça. Donc je pense qu'aussi c'est pour ça qu'ils ont vraiment voulu prendre leur temps sur ce match. Mm. Moi, il y a 3 matchs, hormis le Royal Rumble, et un dark match qui opposait R-Truth à Kurt Hawkins. Ah bah ça, Hein Nulle Ça, c'est de la part. carte. Il n'y c'était avait pas la, de pré-show. c'était la ceinture 24/7 avant qu'elle existe. C'est ça, c'est ça. Bon, il n'y avait pas de pré-show à l'époque, c'était vraiment dark match, hein. C'était pas du tout diffusé, c'était pour régler les lumières, les cordes, etc., etc. Mais ça a existé, R-Truth contre Kurt Hawkins, devant 15 000 personnes, je crois. 15 113 personnes, précisément. Très bien. Et 476 000 achats de pay-per-view, d'après Wikipédia. 446 000 d'après les autres sources que j'ai, Mhm. qui est pas terrible. C'est à peu près le score le plus bas depuis 98 pour un achat pour les achats de pay-per-view à l'époque. Hein. Alors ça se fait plus du tout maintenant puisqu'il y a le WWE Network. 2010, c'était pas une très bonne année pour la WWE parce que notamment le WrestleMania précédent avait pas fait un très bon score. On était à 885 000 achats, alors que d'habitude on est au-dessus du million ou au moins dans les 900 000. Sachant que le main event, c'était quand même, j'ai regardé la carte, c'était pas dégueu. Hein. Il y avait Undertaker contre Michaels, Ouais. Strick contre Carrière, il y avait quand même Batista contre John Cena. Je crois Edge contre Chris Jericho. C'était quand même une bien belle affiche, mais c'est Ah oui. un peu un record un lot record à la baisse pour ce show-là. C'est pas, voilà, on n'est pas dans les grandes heures de la WWE, on est un peu au creux de la vague. Mais il y a beaucoup de stars qui sont partis, hein, il reste plus quasiment que John Cena en vrai grand main eventer. Batista est parti, Kurt Angle est parti. On va voir qui est le champion de la WWE à l'heure actuelle, mais ça s'explique assez facilement. Et évidemment, ça va rebondir derrière, mais c'est toujours intéressant de regarder un pay-per-view qui est un peu dans une période au creux de la vague comme ça. Ouais, alors pour aller un peu plus dans le futur proche, mais les conséquences de cet opener, alors je ne sais pas si Papy, t'as regardé aussi la suite. Non, Et mais par contre, j'ai 2-3 souvenirs. Il me semble que le Zig et le Edge vont continuer à s'affronter et il y aura un match où il y aura de nouveau la stipulation d'interdiction le spear, sauf que Edge va l'utiliser et que du coup, Ziggler va prendre son premier titre, si je dis pas de bêtises, à cette époque-là. exactement, et tu vois, comme tu disais tout à l'heure que tu te souvenais pas de l'entourloupe, moi je me souvenais de l'entourloupe, et en revanche j'étais persuadé que c'était suite à ce match-là au Rumble que Vicky Guerrero allait dire « Eh ben Edge, il y a eu la VAR, il y a eu la vidéo, je suis pas con, j'ai regardé le pay-per-view, t'as bien utilisé les spears, t'avais pas le droit. » Et je pensais que c'était sur cette affiche-là qu'elle donnait le titre mondial à Ziggler, puisqu'effectivement, le premier titre mondial de Dolph Ziggler, on lui a donné à la main, il l'a pas gagné. Et en fait, non, ils ont un peu tiré la corde, c'est qu'il y a eu un autre match. Il y a eu d'abord Elimination Chamber entre-temps, puis il y a eu un autre match en weekly où Edge a utilisé le spear. Vicky a donné la ceinture à Ziggler, mais Teddy Long est revenu et a rétabli les choses. Donc ils ont tiré la ficelle un petit peu là sur cette feud. Et effectivement, je pensais que c'était effectivement comme toi, que c'était un truc bien plus court. Et non, ils ont bien tiré, avec notamment, si je dis pas de bêtises, un Edge et Kelly versus les Cool plus Ziggler. Une horreur, quoi. Et si Kelly prenait le pin, et ben Edge perdait la ceinture. Il y avait une entourloupe comme ça. Ah, ça arrive ça. Ouais, Kelly, c'était un peu la Natalia dans l'Anna de l'époque, pardon. C'est un peu ça. Voilà, Ouais. très jolie, mais zéro work rate, et puis zéro talent, hein, presque j'ai envie de dire. Ah bah oui, alors c'est difficile à comparer. Disons que les débuts de Lana, quand elle était vraiment la vallée de Rousseff, étaient pour moi meilleurs que tout ce qu'a fait, enfin plus intéressant que ce qu'a fait Kelly. Ils l'ont jamais trop mis dans des histoires de. Elle avait des copains, Kelly. C'était la meuf Alors, de à pas Catherine. arrêter. Bah, justement, tiens, si tu veux Couchant tout le savoir, alors, monde. je peux peut-être te le dire, mais justement, elle avait une petite amourette avec Drew McIntyre, justement, à cette époque-là. Oui, mais il y a rien d'utilisé en storyline, je veux dire, si. Et en storyline, hein. C'est en Ah, storyline, peut-être. Drew essayait de la draguer, puis elle le repoussait, puis elle revenait vers lui, puis il la repoussait.
C'était passionnant. Franchement, j'étais heureux de voir ça. En tout cas, il n'y a pas eu de sextape. Hein. Non, heureusement. Enfin, ou pas. Écoute, Pas, ouais. c'était avant les leaks, les WWE leaks. Allez, on avance un petit peu, tu nous l'as teasé, on va passer au match suivant, donc le deuxième et seul autre match masculin de la soirée, donc le champion de la WWE, c'est le Miz. Le Miz est champion et il affronte Randy Orton, le Miz qui est accompagné alors de son valet de Alex Riley. Alors là, je pense qu'on s'en souvient un peu mieux du contexte. Hein. Le Miz, son seul titre, c'est maintenant, en plus avec l'actualité récente, on nous l'a rappelé, c'était grâce au Money in the Bank, hein, c'est ça, papy? C'est ça, le Money in the Bank qu'il avait gagné dans le pay-per-view Money in the Bank parce que c'était la première fois où il y avait une mallette Raw, une mallette SmackDown. Donc SmackDown, on a parlé tout à l'heure, c'était Kane qui l'avait pris et Raw, c'était le Miz qui donc est caché sur Orton dans un Monday Night Raw du 22 novembre à la suite en fait d'un match Orton Wade Barrett parce qu'en fait à l'époque c'était l'époque où la fin de la Nexus en fait avec Barrett qui du coup avait son match pour le titre contre Orton et donc qui a jamais réussi à lui prendre la ceinture d'ailleurs malgré toutes ces tentatives. Et donc voilà, donc le Miz Orton, donc il y a eu un rematch à TLC, mais le Miz s'en est sorti. Et en fait, Orton plutôt s'est qualifié pour affronter le Miz à Royal Rumble en gagnant un freeway contre Sheamus et Wade Barrett, encore une fois, qui étaient décidément bien là, dans un Steel Cage match. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, c'est le match où Punk reprend la Nexus à Barrett, en fait, où il tend la main à Barrett pour le faire sortir de la cage, et au final, il le repousse dans la cage, et donc au final, et Orton finit le match dans la foulée pour gagner le titre de number one contender. Et à noter que le Miz, il a eu d'autres défenses entre ces matchs avec Orton, qu'il a affronté Jerry Lawler, voilà, et aussi John Morrison dans un Falls Count Anywhere, le premier show de Raw de l'année. Très bien, écoute, belle analyse, effectivement. Donc on avait 2 champions du monde assez récents au final. Hein. Chez Ringside, tu te souviens un peu de tout ça? Je me souviens du Miz champion, je me souviens effectivement de la rivalité avec Jerry Lawler qui était à 2 doigts de devenir champion à un moment donné. Il y a eu la trahison de Michael Cole, si je dis pas de bêtises. Yes. Et on s'en va doucement vers Jerry Lawler qui va faire son premier match à WrestleMania et qui a jamais catché à WrestleMania. Toute sa longue carrière. Alors bon, on se fout de sa gueule Jerry Lawler de nos jours, mais c'était à l'époque des territoires une énorme star. Un énorme draw, comme on dit, et rameuter les foules à Memphis toutes les semaines. Et c'est un peu la consécration pour lui, quelque part, d'être là dans le main event face aux champions. Il n'a jamais eu de grosse storyline à la WWE. Hein. Il était toujours plutôt là aux commentaires, quelques rivalités avec Bret Hart. Mais il a toujours été impeccable dans ses rivalités, toujours un des meilleurs pour réagir la foule, surtout quand il débarque au ring et qu'il insulte tout le monde. Mais là, il est babyface, mais c'est pas lui qui a le droit d'affronter le Miz au Rumble, c'est Randy Orton, et qui donc passe devant John Morrison. Je me souviens plus trop de la rivalité avec Morrison, par contre. Morrison avait gagné un titre de number one contender dans un match à l'échelle contre Sheamus, en fait, où il devait décrocher un contrat. Et du coup, il avait utilisé son contrat au premier Raw de janvier, en fait. Ah oui, c'est parce Et Morrison que était très en forme. On en parlera plus tard, mais à ce moment-là, il est très haut dans la carte. Hein. Morrison, il faisait Sheamus, justement, c'était le King of the Ring Oui, aussi. Voilà. tout à fait. King Sheamus. King Sheamus. Sheamus qui est King à l'époque, ouais. Ouais. Bon, donc le Miz contre Randy Orton. Évidemment, Randy Orton, c'est la vipère, il domine quand même une grosse partie du début du match, largement, surtout que le Miz, c'est un peu son booking, d'être quand même assez faible. Heureusement, il a son petit sosie, son petit clone, son Alex Riley, qui intervient dans le dos de l'arbitre, qui tape un petit peu Randy Orton, qui aide le Miz en le ramenant quand ça tourne un petit peu au grabuge. Finalement, le Miz, à force d'être aidé par des petites trahisons, il arrive à faire jeu égal, à faire bien jeu égal. Il envoie un gros big boot dans la tronche de Randy Orton, il contre des prises, il évite le fameux DDT sur les cordes, il envoie Randy dans les barricades à l'extérieur, il envoie Orton sur le poteau, tout ça, et puis au passage, on se rappelle que à côté de Michael Cole, et on le verra plus tard dans la soirée, il y a un pupitre un peu spécial, celui du General Manager anonyme. Ça va nous contextualiser un petit peu plus la situation.
Donc Randy Orton, après, il reprend la forme, il fait Power Slam, le tour du monde. Il est encore distrait par Alex Riley. Le Miz essaye de fuir avec le titre, coup classique de heel en péril. Là, il prend la ceinture, il veut se barrer. Randy Orton, il le ramène sur le ring, il prépare son RKO. Sauf que la New Nexus arrive, et là, Papy, t'as bien fait de nous rappeler ça. La Nexus est passée entre les mains de CM Punk, et elle compte des nouveaux participants. Ça a complètement explosé. On verra plus tard ça au Rumble match. Donc la New Nexus, c'est David Otunga, Mason Ryan, Husky Harris et Michael McGillicuddy. On reparlera de tous ces gens qui ont connu des fortunes diverses à la WWE. L'arbitre fait à mon avis une très grosse faute professionnelle en descendant du ring pour aller voir la New Nexus en leur disant non, vous n'avez pas le droit d'être là. Sauf que du coup, Alex Riley, il en profite pour monter sur le ring. Randy Orton l'envoie sur toute la New Nexus dehors. Il fait un beau vol plané assez impressionnant. L'arbitre prend un coup au passage. Deuxième ref bump de la soirée. CM Punk, lui, qui était le chef de la New Nexus, en profite pour placer un gros GTS à Randy Orton. Le Miz n'a plus qu'à ramper et à faire le tomber. Et l'arbitre revient faire le compte de 3. Donc le Miz conserve au prix quand même d'un CM Punk très vil, qui est d'ailleurs très content de lui à l'extérieur. Et puis Michael Cole est très heureux puisque Michael Cole est un gros fan du Miz, ce qui va entraîner plus tard, on l'a dit, une rivalité avec Jerry Lawler. Papy, alors qu'est-ce que tu as pensé de revoir cet affrontement? Encore beaucoup de monde autour du ring là, ces 2 premiers matchs de championnat. Hein. Ouais, bah ça scénarise à mort en fait. Et si tu vois, c'est la même chose qu'on disait tout à l'heure. C'est que ce match-là, je savais forcément que le Miz allait gagner parce qu'on sait tous son destin plus tard à WrestleMania. Mais du coup, je me disais comment il va faire pour se sortir contre Orton? Effectivement, de l'overbooking dans tous les sens. Et puis, Riley, l'arbitre, la Nexus, CM Punk, et etc. etc. Et ouais, c'est. Ringside disait tout à l'heure que c'était une époque où la WWE a du mal à s'en sortir. Et j'ai l'impression que du coup, ils auraient tendance à en foutre partout. Tu as parlé du General Manager anonyme, de la Nexus. Il y avait vraiment beaucoup d'angles dans cette époque de la WWE. Pas forcément les meilleurs. On en parlera de Lawler avec Michael Cole. Mais du coup, ouais, le match en lui-même, il y a rien de spécial. Effectivement, le vol plané d'Alex Riley était très, très impressionnant. J'étais étonné qu'il arrive à le lancer aussi loin, Randy Orton. Ouais, Ringside, quelle est ton opinion là-dessus? Qu'est-ce que tu as pensé du match? Pourquoi alors c'est du coup peut-être Papy qui répondra plus, mais Ringside, tu t'en souviens peut-être. Qu'est-ce que CM Punk avait à reprocher à Randy Orton là dans tout ce bordel? Est-ce que vous savez? J'en ai strictement aucune idée. Rien, c'est juste Rien. méchant. De toute façon, il a jamais été content, CM Punk, donc je suppose que il est jaloux de Randy Orton, qui a toujours été le chouchou de Vince McMahon, quelque chose Ou comme alors il veut ça. affronter, ou alors il veut gagner le Rumble et affronter le Miz. C'est peut-être ça l'astuce. Peut-être peut-être. aussi, ouais. Ouais, c'est ce qui est peut-être le plus intelligent dans l'histoire. Fin stratège, ce CM Punk, qui est un peu le bon moment du match avec le vol plané d'Alex Riley, qui a disparu des tablettes, le pauvre Alex Riley. Il était retourné à NXT après. Mm. Et puis désormais, il est plus là. Bon, il jouait dans Glow, la série Oui. télé sur l'émission de catch féminin des années 80. Ouais, alors bon, c'est difficile de s'enthousiasmer pour un Randy Orton Miz, hein, quand même, malgré la nostalgie. Ouais, non, je veux dire, le meilleur moment du match, je crois que c'est le vol plané d'Alex Riley. Je noterai quand même que dans le public, on voit des pancartes engagées Akira Tozawa, Ah ouais. qui devait être à Dragon Gate, je pense, à l'époque, ou quelque chose comme ça. Donc déjà à l'époque, on réclamait Akira Tozawa, hein, pour ceux qui connaissent S'ils pas savaient, Akira les pauvres. Voilà, c'est le petit japonais que vous voyez en ninja, hein, à Raw toutes les semaines, là. Celui qui s'est fait manger par des requins. C'est ça, voilà. Donc, et c'est vrai que quand il a signé à la WWE, Dave Meltzer disait Akira Tozawa arrive pour sauver Monday Night Raw. Ouais. Donc il y avait vraiment de grosses attentes sur Akira Tozawa. C'est quand même assez bizarre avec le recul. Hein. Mais
Voilà, c'est tout ce que je retiendrai de ce match qui était quand même pas terrible, même si le Miz fait quand même un bon heel et un bon champion heel. C'est quand même, ça dégringolade un peu dans le roster, même s'il a toujours eu une bonne place, le Miz, hein. Il a été plusieurs fois champion intercontinental. Généralement, quand il revenait d'un tournage de film, il récupérait la ceinture intercontinentale. Mais je pense qu'il aurait pu rester un peu plus à tourner autour du championnat mondial. Même si bon, le payoff est pas vraiment là au niveau qualité de match, mais je trouve le public le détestait bien. Il y avait une belle histoire qui avait été construite quand même sur la revanche du Miz par rapport à tout le roster de la WWE. Ça, oui, ouais. Voilà, je pense qu'ils auraient pu quand même le maintenir à une place un peu plus haut pendant longtemps. Même voilà, il a peut-être pas eu le succès commercial qu'on espérait, mais c'était un beau champion heel, je trouve quand même. Et il était en pleine controverse hein, à l'époque. Moi, je me souviens justement, on se demandait, et beaucoup de fans qui trouvaient que c'était n'importe quoi d'avoir le Miz champion. C'était peut-être un peu trop tôt dans sa carrière solo, je ne sais pas. Ouais, Euh, peut-être ça aussi. Mais pourtant, il a et- bien essuyé les plates quand même, hein. Il a bien fait ouais, ses preuves, hein. Moi, je me souviens que le Miz, c'était un plaisir de le voir développer son in-ring, devenir de plus en plus costaud physiquement, de meilleur en meilleur au micro, et puis de sortir un catch qui était quand même plutôt pas mal. Et Randy Orton, il était un peu, à l'époque, je crois que tout le monde en avait ras-le-bol de Randy Orton, hein. Peut-être ça aussi qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'ambiance dans le match au final. Randy Orton face, ça a jamais été. Exactement. Ouais. Pas sa meilleure Et place, Randy Orton babyface. non, mais ce qui est drôle, c'est de voir que là, autant Edge et Ziggler, bon, c'est difficilement comparable avec aujourd'hui en 2021. Là, Miz et Orton, on a failli y croire, hein, on l'a presque eu avec le Miz qui est à nouveau détenteur du Money in the Bank, Orton qui a été à nouveau champion. Est-ce que le Orton d'aujourd'hui et le Miz d'aujourd'hui nous intéresse pas un peu plus qu'à cette époque? En tout cas, Orton a finalement réussi à avoir une belle suite, enfin, à avoir une fin de carrière là plus intéressante. Hein. Je pense que Après, c'est là qu'on se rend compte que c'est des produits WWE qu'ils ont réussi à sortir super jeunes, hein, le Miz et Orton. ouais. Parce que tu vois là, à cette époque-là, ils ont quoi? Ils ont la trentaine du coup, vu que c'était à 10 ans. Mm. Ils sont pas si vieux que ça. Ils ont quoi? Ils ont à peine la quarantaine. Je suis même pas sûr qu'ils les aient passés déjà, le Miz. Donc ils ont, Mmh. ouais, 29-30 ans chacun, et bah, ils sont déjà à niveau champion du monde, multi-champion du monde pour Orton, et c'est des produits, purement créés par WWE qu'ils ont fait monter petit à petit dans la carte, et qui aujourd'hui encore effectivement sont là parce que justement, bah, ils sont arrivés super tôt, et donc du coup, bah, ils ont encore le niveau pour faire des main events de show, quoi. Mm. Ouais, c'est ça. Ouais, Randy Orton, il a commencé super tôt, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Non, mais et puis voilà, les personnages gagnent peut-être de l'épaisseur au fur et à mesure des années, hein. Oui, C'est clairement. ça aussi ce qui permet qu'aujourd'hui on les trouve peut-être plus intéressants qu'à l'époque. Même si moi, à l'époque, je me souviens que le Miz, je trouvais ça plutôt cool de l'avoir en champion. Randy Mm. Orton, j'ai jamais été un gros fan. Après Randy Orton, clairement, normalement, c'est le mec qui aurait dû être le John Cena, quoi, hein. Il s'est fait, Ouais. de fait de sa personnalité, du fait qu'on sent qu'il aime pas trop les fans plus que ça, et cetera, il s'est fait passer devant par Batista ou John Cena, mais ça a toujours été un mec qui était normalement censé devenir, enfin, qui avait tout le package pour devenir la top méga star de la WWE. Heu, Bah, maintenant, il est quand même très, très haut dans l'affiche à l'heure actuelle. À l'époque, il l'était déjà. Il fait partie des meubles, on va dire, Randy Orton, finalement. Ah, ça c'est sûr. Il les brûle même. Il les brûle, ouais, c'est ça. Il peut se permettre de faire jouer l'assurance. Et oui. Non, c'est voilà, 10 ans après, c'est drôle de revoir un peu ces circonstances et effectivement certains absents aussi, certains qui vont évoluer, mais on va revoir beaucoup de ce beau monde au Rumble le match, donc on va en reparler. Il y a eu quelques petits segments backstage. Je voulais revenir sur 2 segments notamment juste avant qu'on attaque le troisième match, le match féminin. On apprend que le dashing Cody Rhodes ne participera pas au Rumble match parce qu'il est blessé au visage par Rey Mysterio. Le début d'une gimmick d'un Cody Rhodes masqué qui va durer un petit moment, mais qui va jamais atteindre le main event non plus. Hein. Petite pensée, Cody Rhodes aujourd'hui superstar de la All Elite Wrestling. Est-ce qu'on sentait déjà que c'était le déclin pour vous, ou est-ce qu'il y avait beaucoup d'espoir encore là?
ringside. Est-ce que tu te souviens de tout ça là, le dashing? Cody Rhodes masqué, il avait fait des promos intenses quand il. Je me souviens la première fois où il disait qu'il était laid maintenant, qu'il était, il mettait des sacs en papier sur la tête du public, non? C'était pas ça? Ouais, ouais, Ouais. non, ou c'était avant, je crois qu'il mettait quand il Ah oui, était le peut-être. dashing, quand il était beau gosse, qu'il mettait les sacs en papier sur la tête des gens dans le public. Ouais, et puis quand il était donc avec son visage défiguré, non, ça c'était un peu le top de sa carrière presque, j'ai envie de dire à, à Cody Rhodes à l'époque, du moins à la WWE. Après, il est parti parce que c'est plus quand il était Stardust que Ah ça a oui. commencé vraiment à patiner. Là, moi, perso, à l'époque, j'avais de trop gros espoirs en lui. Je le voyais monter jusqu'au main event, devenir champion. Surtout que, aussi, il était même passé devant Ted DiBiase, avec qui ils étaient en équipe. Ouais. Pendant longtemps, on pensait que c'était Ted DiBiase qui allait être la nouvelle top star, mais on va voir qu'effectivement, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Là aussi, oui, on s'est gouré. Parce que Cody Rhodes, quand il débarque, et c'est la même chose que Dominic Mysterio, quoi. Il est hyper jeune au début. Il est hyper jeune, rachitique, il se prend des baffes par Randy Orton, il est là pour jouer le fils de son père, quoi, pas plus. Et puis, tout doucement, on le voit démarrer en équipe avec Hardcore Holly. Il y a ce moment où Ted DiBiase arrive, où il y a ce retournement de situation là où ils sont couronnés champions par équipe là. Cody trahit Hardcore Holly Ouais. dans le match. Et puis après, donc il y a toute cette histoire, et donc là cette rivalité avec Mysterio. Apparemment, d'après les rumeurs, c'est Mysterio qui avait poussé pour avoir cette rivalité avec Cody Rhodes, parce qu'il trouvait qu'effectivement il y avait un énorme potentiel chez Cody Rhodes. Et moi je me souviens que c'était une très très bonne rivalité. D'ailleurs, j'étais un peu triste de ne pas voir le match là, puisque Non, elles viennent de se normalement lancer, c'était la rivalité. programmé. On a autre chose à la place. Je sais pas si toi, Papy, t'étais fan de Cody à l'époque? Ah bah si, oui, moi, il fait partie de mes quelques chouchous de Cody. Et justement, c'est cette époque-là où il me plaisait le plus parce que c'est là où il a commencé à développer pas mal de personnages et à chaque fois, il rebondissait en recréant un nouveau truc. Effectivement, là, c'était le tout début de la rivalité Mysterio parce qu'en fait, juste avant, il était en rivalité avec le Big Show, Cody Rhodes, ce qui était un peu moins sympa. Mais par contre, il était déjà plutôt dans le haut de la carte de SmackDown. Et là, je trouve que je suis d'accord avec toi, c'est son meilleur moment ensuite qui va arriver parce que ça mène jusqu'au match contre Mysterio à WrestleMania, si je dis pas de bêtises, cette affaire, et qui était un excellent match en plus. Donc, pour moi, c'est la meilleure période de Cody Rhodes qui démarre pile poil à ce moment-là, en fait. Ouais. Ouais, j'aimais bien. J'ai un bon souvenir de la période quand il était en tag team avec Damien Sandow aussi. Ouais. C'était court, mais Ouais, il mais ils étaient déjà plus trop ouais, dans le main event, ils non. patinaient un petit peu, hein. Mais c'était l'époque de Cody Moustache. C'est Ouais. ça, Il a tout, il a capitalisé sur tout, même une moustache, il a réussi à faire quelque chose avec. c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Ouais, puis il y avait ce moment au Money in the Bank où il était à 2 doigts de le gagner. Finalement, c'est Sando qui gagne le truc, Ouais. alors que le soir-là, le public était en feu derrière Cody, hein, il aurait Mm. gagné, il partait vers les étoiles, je crois, hein. On va voir qu'il y a beaucoup de catcheurs avec qui ils ont fait un peu Ouais. n'importe quoi au fur et à mesure des années. Je pense qu'on va en reparler pendant le Rumble, mais Cody en fait partie, ouais. Mm. Allez, le deuxième segment sur lequel je voulais vous arrêter, parce que ça, j'avais vraiment complètement oublié. Bon, c'est vraiment très anecdotique. C'est Daniel Bryan qui est Ah, je alors, m'en doutais. en couple avec Gail Kim. Mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est surtout que dans les coulisses, ils viennent se faire tracher, bousculer par les Bella Twins qui leur apportent des fleurs avant de leur mettre des baffes et de se bastonner. Les Bella Twins, Daniel Bryan, est-ce que vous croyez que c'est ce soir-là qu'une histoire d'amour est née? Papy, qu'est-ce que t'en Ah penses? non, non, bah alors je vais te redonner un peu le contexte, que du coup, vu que t'en souvenais plus. Ouais. Souviens-toi, en fait, le début de l'histoire, c'est les Bella Twins qui accompagnaient Bryan, champion US, à chacun de ses matchs, et puis qui l'embrassaient, qui lui faisaient des câlins tout le temps. Et donc, et le jeu, en fait, c'était de savoir laquelle des deux Bryan va choisir. Et ça a duré pendant des semaines, des semaines, des semaines, jusqu'à ce que les Bella Twins décident de faire un pari de savoir qui c'est laquelle des deux allait le récupérer, en gros, et qu'elles ouvrent une porte, et derrière la porte se cachait Bryan en train d'embrasser Gail Kim. Et donc, Brian qui vous à ce moment-là, qui traînait avec les Bella Twins, non pas pour se mettre avec, mais juste parce qu'il avait pitié d'elle, en fait.
Bref, une belle histoire de diva de l'époque. Et donc, je pense que c'est possible, par contre, que toute la période où les Bella faisaient des câlins et embrassaient Brian, c'est peut-être ce moment-là où Brie et Daniel ont commencé à se fréquenter. Peut-être. Bah, Ringside, qu'est-ce que. Un petit mot là-dessus, je sais pas quoi te Ouais, non, demander. moi j'étais sur le cul quand j'ai vu ce segment-là, j'avais complètement oublié. Gail Moi Kim qui aussi. est là, Ouais. en train de rouler des palos quasiment à Daniel Bryan. Gail Kim, c'est une excellente catcheuse. À l'époque, c'est Natalia qui est championne, on va en reparler après. On aurait pu avoir un Gail Kim Natalia, mais on verra qu'on aura autre chose. Mais ouais, Daniel Bryan, l'homme à femme, il s'est tout tapé, hein, quasiment. Et Jelly, les twins Bella, là, Gail Kim. Ouais, je me suis rendu compte avec ce pay-per-view que quand même Daniel Bryan, depuis le début, en fait, il avait un traitement plutôt privilégié. On va le voir aussi dans Oui. le Rumble, mais Mm. toute cette histoire de Daniel Bryan brimé, bah, je tirerai mes conclusions plus tard. Mais en tout cas, ouais, c'était assez fandard de le voir voilà, aux côtés de Gail Kim, le catfight avec les Bella, quand on connaît les histoires après plus tard, c'était assez savoureux. Ouais, c'était rigolo, moi j'ai trouvé. Mais justement, on est dans la pleine époque encore des divas. Hein. Il Ouais. n'y a pas eu de, il y a pas eu de Women Revolution. Ah Il y non, a, il y a évidemment pas, mais on en reparlera. Il n'y a pas de Rumble féminin. non. Par contre, la championne c'est Natalia. Donc ça fait 10 ans. Elle pourrait être Mmh. championne encore en 2021. C'est Natalia. Moi je trouve que c'est le père Fouras de la division féminine. Et je trouve Elle est, qu'elle avait l'air plus vieille à l'époque que maintenant. c'est possible. En tout cas, là, elle était censée affronter Lay Cool, donc Mmh. Michelle McCool et Layla, dans un. Alors, c'était censé être un handicap match, mais pour le titre féminin, pour le titre Mmh. des divas. Sauf que le general manager anonyme ne l'entend pas de cette oreille, et on entend retentir avant le début du match le fameux toulouloum, toulouloum, qu'on entendait beaucoup, beaucoup à cette époque. Michael Cole qui lit le mail, and I quote, et qui nous raconte que le match devient en fait un fatal four-way. Et alors là, j'avoue que moi, je ne me souvenais pas du tout qui allait apparaître. En même temps, c'était pas spécialement marquant. C'est tout simplement Eve Torres, la jolie Eve, qui débarque Dans l'indifférence générale, hein. dans une Bah oui. certaine indifférence et qui, évidemment, vu la vu la situation, au bout de 5 petites minutes de match, une fois que les Laycool travaillent un peu ensemble, puis se finissent à se mettre sur la gueule et qu'on a des Natalia qui met un sharpshooter à Eve Torres et Layla en même temps, puis finalement McCool, sans faire exprès, elle fout un big boot dans la gueule à Layla. Bref, Eve, elle fait un moonsault sur Layla et elle gagne pendant que Michelle McCool essaie de faire un roll-up sur Natalia, mais non, il n'y a quand même pas eu victoire sur un roll-up. Donc Eve devenait nouvelle championne des divas. Voilà. Quelle Mmh. belle époque, hein, Ringside. Ouais, c'était 5 minutes 12 et ça paraissait 20 minutes, comme bah, tous les matchs des divas à l'époque. Mm. Voilà, Layla, elle était gentille, mais elle savait rien faire dans le ring. Du moins, elle faisait du mieux qu'elle pouvait, mais il n'y avait pas. Voilà, on sent qu'on était très, très, très loin du niveau des catcheuses actuelles. Eve Torres, c'était une sacrée athlète aussi, mais bon, bah, elle peut rien faire dans le match, on lui laisse rien. Hein. Michel McCool et compagnie. C'est Natalia un peu le ring général. Elles n'ont pas l'intention de laisser briller Eve Torres, visiblement, qui a le droit de faire quand même un moonsault et de gagner la ceinture, mais alors, personne n'a rien à foutre. Hein. C'est le silence complet. Elle pleure avec sa ceinture dans la main. Bon, elle est heureuse, hein, mais tout le monde s'en fout. Voilà. Bon, les cools, c'était quand même assez sympa. Maintenant, c'est vrai que clairement, à l'époque, on n'en avait rien à foutre hein, de tout ça. Ouais. Voilà, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, papy. Fais-toi plaisir. Parle-nous des Non, divas de c'est vrai l'époque. que c'était très compliqué les filles à l'époque, c'était vraiment la cata, quoi. On a eu un peu le top de ce qui se faisait à l'époque, c'est pour dire C'est le ça, en plus, niveau. c'est les meilleurs qu'il y avait. Hein. Et voilà, juste pour dire qu'en fait, Natalia avait pris en fait la ceinture au Lay Cool au Survivor Series. Donc c'est pour ça que le rematch était pour les deux Lay Cool, même si le General Manager anonyme en a décidé autrement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, F-Torres, j'ai l'impression, je me demande si c'est pas son premier titre et c'est pour ça qu'elle pleure. Parce Oui. elle arrêtait pas de tourner autour, elle le prenait jamais. Donc je me demande si c'est pas là justement où elle le prend enfin. Et à noter que dans l'indifférence générale, il y avait aussi une défense de titre juste avant le Rumble entre Natalia et Melina, qui venait de faire un heel turn et tout le monde s'en foutait aussi. Enfin, c'était la catastrophe les filles à l'époque. Hein. Elles passaient plus de temps à faire valer qu'à faire quelque chose en fait. Donc c'était nul, c'est vraiment mauvais. Voilà.
Donc on peut un peu relativiser aujourd'hui que des fois les divas, ça s'appelle plus les divas déjà, ça s'appelle les femmes, les women. Et c'est vrai que c'était une époque compliquée. Et Attends, pourtant, ouais, j'ai juste oublié un truc, un petit détail, juste pour pour donner du contexte. C'était juste après la fin de la saison 3 d'NXT, qui était dédiée aux femmes, avec Caitlyn qui l'avait gagné. Et donc Caitlyn venait juste d'intégrer le main roster à ce moment-là. Voilà, fin de la parenthèse. Ouais, ah, c'est avec son match avec AJ Lee qui marquera le début de la Women Revolution. On était exact. déjà à la 3e année d'NXT. Bah là, en Eh l'occurrence, oui. c'est la 4e qui est en Ouais. cours là, à ce moment-là. Ah d'accord. Ah ouais. Ok. J'avais pas vu ça comme ça. Et oui. Mais justement, on va beaucoup parler d'NXT dans les prochains instants. Les amis, c'est l'heure du Rumble match. Et c'est historique. C'est le premier Royal Rumble à 40 participants. Ça avait été annoncé quelques semaines plus tôt par le Miz, hein, si je me souviens bien, Papy. Alors je sais plus si c'est le mise, je t'avoue. Là, je crois que je l'ai raté ce moment-là, mais par contre, effectivement, il a annoncé genre 2 semaines avant en disant: «Au fait, il y en aura 40». Et ça, est-ce que vous vous souvenez pourquoi? Est-ce qu'il y avait eu des infos backstage? Pourquoi tout d'un coup, une année à 40, ringside? Bah, c'est lié justement au fait de l'absence de Star Power. D'accord. Donc il faut bien trouver un angle d'attaque pour vendre ce Royal Rumble. Et pourquoi pas le plus gros Royal Rumble de l'histoire. Mmh. Donc on en met 40 personnes dedans parce qu'on va vite voir qu'il y a pas, on va le répéter, mais il y a pas grand monde hormis John Cena. Le Taker est pas là, hein, à l'époque il est pas bien physiquement. Mmh. Batista est parti, comme j'ai dit, Kurt Angle, Jericho est pas là non plus, il y a même pas Non, Christian. blessé à ce moment-là. Donc voilà, on est un peu blessé à ce moment-là, donc il y a plus de Rob Van Dam, plus de gens comme ça, donc bah voilà, on parie sur la quantité plutôt que la qualité entre guillemets, même si c'est pas des manchots, hein. Et puis il y a aussi toute la génération Carlito, MVP, voilà, tous les mecs qu'on voyait monter loin là, Mister Kennedy, etc. Ils sont plus là non plus. C'est vrai. Donc c'est sec, mais bon, on va Jeff voir, hein, Hardy est pas là, hein. Jeff Hardy est pas là Il est non plus là non plus, hein, plus, ouais. il était dans une crack house à l'époque. Et voilà, Matt Hardy non plus est pas là non plus. Ouais. Voilà, bon, Bah, on va est-ce que vous voir, hein, voulez il y que a je vous il y a dise quand un même peu 40 les catcheurs, hein. est-ce que vous voulez que je vous dise un peu les têtes d'affiche à l'époque justement de chaque roster? Ouais, Pour vous faire vas-y. rêver. Donc Mmh. bah, du coup, Soro, bon, je vire, ceux dont on a déjà parlé. Il y a Sheamus, bien sûr, le King Sheamus. Mmh. Mmh. Bah, Bryan en a déjà parlé un peu. Il y a Morrison, dont ce que je disais, c'est certainement hormis les main eventers, c'est celui qui est le plus proche actuellement, Morrison. Punk, on en a déjà parlé. Cena, forcément, bien sûr, mais qui lui fait des histoires totalement annexes pour l'instant, vu il s'est tapé la Nexus pendant 6 mois, et donc là, il se retape la New Nexus, donc il est pas sorti de l'auberge. Et sinon, il y a Marc Henry aussi, un petit peu, qui sort un petit peu là, juste quelques semaines avant le Rumble, qui remonte un petit peu la pente. Mais bon, c'était pas génial, quoi. Et côté SmackDown, donc on a le Big Show, j'en ai parlé tout à l'heure, aussi Drew McIntyre aussi, qui est pas trop mal. Bah, Cody qui était bien, mais qui du coup bah, est blessé, enfin du coup est absent. Et quelqu'un, en fait, 2 personnes qui étaient importantes à ce moment-là, c'est Rey Mysterio, on en a parlé, et c'est surtout un certain Del Rio qu'on voyait partout à ce moment-là, puisqu'il faisait à la fois Raw, SmackDown. C'est-à-dire qu'il était sur tous les shows pendant tout le mois de janvier d'avant Rumble, on l'a vu partout ce mec-là. Et voilà, sinon après il y avait plus grand monde derrière, je crois qu'il y a Kofi qui venait juste de prendre le titre intercontinental, mais sinon voilà, c'était pour vous dire les têtes d'affiche de l'époque, quoi. Ouais, ouais. OK, on Sec, recon sec. ouais, on recontextualise un peu, c'est sec. Et beh, parmi tout ça, hein, c'est CM Punk, le premier entrant du Royal Rumble. Alors j'avoue que je me souvenais pas du tout de tout ça. CM Punk est alors le leader de la New Nexus, il arrive avec, et non, il arrive tout seul, pardon. Par contre, très vite, c'est The Core qui arrive. En fait, The Core, c'est un peu les dissidents de la Nexus originelle de Wade Barrett. Bah, Wade Barrett, il a été viré de la Nexus. C'est CM Punk qui a pris le relais. Mais par sympathie, il y en a quelques-uns qui l'ont suivi. Donc dans The Core, on a Heath Slater et Justin Gabriel. Et puis aussi la nouvelle petite acquisition là qui fait 3 tonnes, Ezekiel Jackson. Qui était, Dernier champion ECW. Eh Enfin, oui, WWE ECW. Il a dû être champion exact. un jour, un truc comme ça. Ouais. Et donc The Core arrive, et du coup la New Nexus arrive aussi, ça part en bordel général, le Rumble est pas commencé, et le général manager anonyme est obligé de ressonner un petit coup, de réclamer l'ordre,
et que tout le monde parte en coulisses parce que sinon, tous ces gens qui sont censés participer au Rumble, eh ben, ils sont bannis du match. Et on retrouverait un Rumble à 30 personnes, ça serait un peu con. Mais c'est quand même tendu, hein. Il y a une vraie animosité là entre les deux clans. Il y a surtout une grosse baston dans le ring, hein, entre Ouais, il y a une grosse Nexus baston. et il y a déjà 8 ou non, une bonne dizaine de catcheurs dans le ring, ça a même pas commencé, quoi. Ah oui, là on est. Ouais, c'est ça, 4 contre 4. Ils sont combien là, New Nexus? Non, ils sont 5. 5 et 5. Ouais. 4 contre 5. Bon, du coup, tout le monde finit par se barrer. Et le deuxième entrant, c'est nul autre que Daniel Bryan. Donc finalement, ça aussi, ça m'a assez amusé par rapport à tout ce qui s'est passé depuis. En 2011, voilà, le Rumble, le premier, le one-on-one, là, le moment où il n'y a personne d'autre, c'est quand même CM Punk contre Daniel Bryan. Et la foule mord bien, hein. Il y a des chants qui se répondent, Daniel Bryan, CM Punk. J'ai trouvé que CM Punk, déjà, on est quand même avant le fameux soir du Money in the Bank 2011, il avait quand même une fanbase assez importante là à Boston. En troisième, justement, arrive Justin Gabriel, le premier membre de The Core, mais il rate son 450 Splash et il est très vite envoyé dehors par Daniel Bryan. Ensuite, Zack Ryder, le Zack Ryder, très populaire aussi à l'époque, est également envoyé dehors par Bryan. On a ensuite des arrivées de William Regal, classe, mais quand même gras du bide, hein, je pense qu'on peut le souligner. Ouais, toujours été gras du bide, hein, Toujours, ouais. au Regal. Et Ted DiBiase Jr., donc. Ouais. Il y a un superbe échange entre William Regal et Bryan et Punk, hein, super stiff comme ça, j'avais bien aimé. Mais j'ai l'impression que c'était un début de Rumble qui était au smart un peu, qui était dédié au smart entre forcément Bryan Punk, Ryder qui débarque là, c'est 1 an de mois ou 1 an ou 2 ans avant justement le top de sa carrière à Ryder qui était pas longtemps après. Donc il était à l'époque bien populaire aussi. Et puis Regal et Bryan qui sont liés depuis extrêmement longtemps. Donc du coup, j'ai l'impression que c'est un clin d'œil au Smart en disant, voyez, on vous écoute, on met un peu vos chéris en début de Rumble. Bon, malheureusement, s'ils sont en début de Rumble, on se doute de ce qui va leur arriver plus tard, quoi. Ouais, c'est pas fini parce qu'on peut même rajouter en 7, il y a John Morrison dans l'équation. Ouais. J'étais étonné qu'il arrive si vite, hein. Ouais, et c'est le moment où il fait son fameux gros spot où il est poussé par William Regal et il atterrit sur les barricades. Il nous fait un peu de parcours là de Yamakasi et il bondit sur la rampe d'escalier. C'était avant que ça soit Kofi Kingston qui fasse tous les ans son gros spot, hein, je crois. Ouais, c'est la première fois qu'il faisait ce spot-là. Dave Meltzer avait dit que c'était le plus grand spot de l'histoire du Rumble. Ah oui. Carrément. Et je crois qu'ils font un Royal Rumble le lendemain à Raw. Ouais. Où ils réitèrent un peu la même chose. Donc ils sont déjà dans l'intention d'en faire une formule assez rapidement. Mais moi j'ai trouvé qu'on a un beau début de Rumble. Un très beau début de Rumble, ouais. Ouais, Regal, Bryan, CM Punk, ça marche bien. Alors Regal est sorti assez vite, hein. Je pense que de toute façon, bon, moi j'ai commencé le catch trop tard. Je l'ai toujours vu faire des très courtes apparitions, Regal, hein. Je sais pas s'il il a eu une époque où il a pu faire des matchs de 15 minutes, mais là c'était déjà plus trop ça. Je pense que tiens, je sais pas à quand je daterai la fin de carrière de William Regal, mais ça doit pas être très loin après, hein. Ah ouais, c'est pas loin après, je pense. Ouais, c'est pas loin parce qu'il a déjà été, il a déjà gagné le King of the Ring où malheureusement il a pas pu exploiter le truc parce qu'il s'était fait toper par la brigade et suspendu. Le gros de sa carrière, de toute façon, c'était peut-être plus à la WCW où il avait un bon job de heel, bon aussi à la WWF, il a fait la transition assez facilement. C'est un grand pote à Triple H. Parce que c'est lui qui avait formé Triple H au début de sa carrière à la WCW. Et effectivement, après, il va s'orienter vers NXT, hein, General Manager d'NXT, former les nouvelles recrues, c'est ça. Et je crois que son match de fin de carrière, je crois que c'est contre Cesaro à NXT, si je dis pas de bêtises. Il en a pas fait un contre Bryan, j'étais plus sûr. Ah, peut-être bien. Je sais pas, là je sais pas dire. Peut-être. Ah non, il en a fait un contre Bryan, c'est avant. Et quand Bryan a pris le titre US, il a fait une défense de titre contre Regal, justement. Mais bon, très ça rend la toute fin, là. Ouais. Bon, là, comme même je dis de mémoire, donc pareil, hein, si vous avez de meilleures informations, n'hésitez pas.
Mais il me semble bien que c'était contre Cesaro. Et voilà, Ringold, très très bon catcheur. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Il y a Ted DiBiase qui fait 2 jolis dropkicks. Hein. Ouais, Il avait un joli catch, il n'y a juste pas de charisme, ce garçon. C'est ça. Il est déjà fini, mais il en a posé quand même un petit peu. on ne le sait pas encore. Ouais. Et après cette partie un peu smart, on arrive vers un peu plus de ventre mou, notamment Yoshitatsu. Belle carrière. Yoshitatsu, je suis sûr que quand ils l'ont acheté, ils pensaient acheter Hiroshi Tanahashi et ils se sont gourés, quoi. Mais les mecs étaient en équipe, ils se ressemblaient. C'est vous, Hiroshi Tanahashi? Oui, Yoshitatsu, oui, allez hop. Et puis, il a gagné une bataille royale à WrestleMania, c'est le sommet de sa carrière. Oui, je pense qu'il est palmarès vierge, hein, sinon. Ouais, c'est ça. Il est actuellement à la All Japan Pro Wrestling. Et la dernière fois que je le voyais à la New Japan, quand il rentrait dans le ring, il faisait la même entrée que Triple H. Ah, c'est rigolo ça. Ça donne beaucoup moins bien avec Yoshitatsu. Il avait une Mais jolie musique. Est-ce que c'est mieux que Hans Vogel qui fait AJ Styles à la TNA en ce moment? Et Impact. J'ai pas vu Hans Vogel. T'as pas vu ça? J'ai pas vu ça. Ah, c'est bien. Ça c'est bien? Tu confirmes, Papy? J'ai vu les vidéos sur YouTube, c'était marrant. Ouais. Ça doit valoir son pesant de cacahuètes. On reparlera de Hans Vogel ce soir. Exactement, c'est pas inintéressant. Alors en numéro 9 arrive Husky Harris. Alors là, déjà, ça nous parle, parce que Husky Harris, on va de suite le dire pour ceux qui ne le savent pas, c'est le futur Bray Wyatt, c'est le futur The Fiend. Rien que ça. Donc quand même, à l'époque, là, si on avait pu s'imaginer, ce gros grassouillet, hein, qui d'ailleurs... Bray Wyatt qui est incroyablement méta hein, comme personnage, il arrête pas de faire référence à son passé, donc le fameux Husky, le porcin dans ses marionnettes, là c'est lui en fait, c'était lui à l'époque parce qu'il était bien gras du bide. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier de la New Nexus et que donc là CM Punk, qui est quand même entré en premier, se met à avoir un allié. Et ça va être utile. Vous voulez dire un petit truc sur Husky Harris sur juste pour dire qu'à cette époque-là, il a 23 ans. Ouais, il est hyper jeune. C'était vraiment et voilà, on parlait tout à l'heure des débuts de Cody Rhodes, et là c'est les débuts de de Bray Wyatt, on va dire plutôt. Je trouve qu'il est plutôt pas mal mis en valeur pour ce qu'il est à l'époque. Tu sais vraiment, pourtant il vient de nulle part là, de NXT saison 2, où il a pas fait un parcours inoubliable. Mais voilà, donc belle entrée pour lui, un moment marquant dans sa carrière. Ouais. Oui, c'est ça. Hein. Avec Michael McGillicuddy, c'est les deux arrivées à la New Nexus de la NXT 2, de la saison 2, qui avait été gagnée par Caval, c'est ça de mémoire? Ouais, c'est Loki. Ouais. Qui a utilisé son match de championnat pour un match intercontinental qu'il a perdu. Donc vraiment le mec sur qui on comptait pas du tout. C'est ça. Ouais, donc c'est pas un mec fiable, Loki. Hein. Donc effectivement, bon catcheur, super promo, mais c'est pas l'employé modèle, quoi. Donc voilà, sa carrière a pas été très loin. Ouais. Husky Harris, moi j'aimais bien. Il est vraiment très gras, hein, quand même. Ouais. Ils ont bien fait de lui dire de se muscler un peu. Il y a une transformation physique, hein, quand même, qui est assez bluffante. Mais sinon, ouais, le fils de Mike Rotunda, de l'IRS, hein, le frère de Bo Dallas. Catcheur de seconde génération. C'est quand même marrant de voir, tu vois, lui ou Michael Gillicuddy qui n'utilisent pas du tout leur nom, leur affiliation avec leurs ancêtres encore à cette époque-là, quand ils démarrent. Ouais. Est-ce que c'est judicieux? Je ne sais pas. Comparé à une Charlotte Flair, par exemple. Mais bon. Ouais, voilà, c'était les débuts de Bray Wyatt. Voilà, bon, il était gras, il était un peu emprunté, timide, mais il était hyper green, il avait 23 ans. Bon, c'était pas plus mal de les faire démarrer dans un clan avec CM Punk en plus. C'est ça. C'était histoire d'avancer. Allez, en parlant de catcheur de deuxième, troisième génération, le numéro 10, ouais, je l'aime bien, lui, c'est un de mes chouchous. Chavo Guerrero, qui a vraiment la gueule de ton gentil jardinier, je trouve. C'est plus raciste que ce que je dis moi d'habitude, ça. Non. Enchaînement de Free Amigos, hein. Tentative de Free Amigos. Il a mis partout. Hein. Il en a fait un sacré paquet, il en a, mais je l'ai noté un peu plus tard, mais ouais, il en a tenté. On y reviendra dans le détail, mais en tout cas après Chavo Guerrero, nous avons Marc Henry. Et pardon, non, c'est moi qui dis n'importe quoi. Effectivement, Chavo, il enchaîne ses Free Amigos à ce moment-là, puisqu'en fait, dès que Marc Henry arrive, il est sorti par
Marc-Henri sort Chavo Guerrero et Yoshitatsu. Quelle Ah, tristesse. voilà. Bien fait Voilà. de venir, Marc-Henri. Chavo, petite carrière aussi, dans l'ombre de la famille, mais il est parti assez vite après ça, je pense aussi. Hein. Lui, pour moi, le sommet de sa carrière, c'était. Il en a eu plusieurs, mais quand il poussait Vicky Guerrero en chaise roulante, quoi. Voilà, exactement. Il a été champion ici dub aussi. C'est ça, ouais, champion ici quand même. Oui. Il s'est fait battu en 2 secondes par Kane. Oui, c'est plutôt Il s'est ça le battu. sommet de sa carrière. Mais bon, à l'époque là, il était dans la low card et puis de toute façon, il est resté quand même un sacré bout de temps dans la low card. Ouais. C'est lui aussi qui faisait l'aigle de Swagger, non? Ah, je sais pas. Ah, possible. Non, ou c'est. Ouais, possible. Je sais Il a plus. fini par se faire battre par Hornswoggle et après, C'est ça, ouais. il est parti à la Lucha Underground. Je sais pas trop ce qu'il fait en ce moment. Chavo, Mais il était aussi dans le Blow, de mémoire. Hein. Il joue oui, exactement. Ouais. le cousin ou le frère d'une des catcheuses. Ouais, tout à fait. Donc voilà, il doit avoir assez d'argent pour payer son loyer pour un moment. Donc, Ça va, je pense. tout va bien, on le reverra sûrement. Plus besoin de jardiner. C'est ça. Bon, là on est dans la mid-card hein, et ça sent bon les années 2000-2010. Moi j'aimais bien, c'est mes débuts de fan de catch. Nous avons donc JTG, le fameux membre de... Merde, comment il s'appelait Primetime Player. Crime Time, ouais putain, pas Primetime Player. Les Crime Time, donc ils sont déjà plus en équipe avec Feu... Chad Gaspard. Chad Gaspard, pardon. Et en 13, Michael McGillicuddy qui arrive et qui sort JTG d'ailleurs. Donc ça y est, la New Nexus, ils sont 3. Hein, ils sont assez autour de CM Punk. Ils vont d'ailleurs sortir DiBiase. Petit Rumble pour DiBiase. En 14, Chris Masters, le gros stéroïde man. Petite carrière aussi, hein, Chris Masters. Ouais. Je sais pas si vous voulez en évoquer son souvenir. Ben, moi j'aimais bien plutôt Chris Masters. Ah ouais j'aimais bien son entrée. Ouais, après j'aimais bien, mais il a jamais fait grand chose de très 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 percutant. Mais je sais pas, c'était un catcheur à l'ancienne comme ça, gros, musclé. J'aimais plutôt bien. Voilà, bah, il est parti à Impact pendant un bon moment et c'était marrant parce qu'il catchait pas à Impact. Il venait, il faisait le garde du corps de. Comment il s'appelle j'arrive plus à me souvenir de son nom. Bref, il jouait un garde du corps et je suppose qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour le payer pour qu'il catch. Mais ouais, non, c'était plutôt un mec bon qui n'a pas fait grand chose, mais j'aime bien ce type de catcheur à l'ancienne, moi. Ouais, il y avait zéro micro en fait, je pense, c'est ça qui l'a tué. Peut-être ça aussi, ouais. Si maladroit que ça dans le ring, il y a même des. Je pense par exemple qu'il était peut-être meilleur qu'à mise dans le ring. C'est pas pris Chris comparable. Masters. Par contre, il avait vraiment 0 micro, quoi. Il savait rien faire. Et le pauvre petit. Nous arrivons au numéro 15. Oui, pardon. Je dis, il avait fondu aussi. Il était moins impressionnant physiquement que les années précédentes aussi. Ouais, mais il s'était pas fait gauler par la patrouille, justement, lui. Oh, bah, certainement, lui. Ouais. C'est pas impossible. Il me semblait. C'est pour ça Eli Blake. Non, Eli Drake. Eli Drake. Le mec de Impact. Putain, j'arrivais pas à trouver. Ah, voilà. Eli Drake. Voilà, vous le connaissez pas, peut-être vous deux, mais c'est un gars qui est à la NWA, ouais. NWA en ce moment. Très bon talker. Il a été aussi à la WWE un tout petit peu, je crois, dans la truc de formation. Il serait assez judicieux de l'embaucher. Très divertissant, très bon au micro. Mais bon, pour l'instant, il est chez Billy Corgan. Eh oui. Alors, numéro 15, là, c'est un tournant de ce Royal Rumble, puisque arrive David Otunga. Alors, dit comme ça n'a pas l'air forcément impressionnant. Mais la New Nexus, ils sont désormais 4, puisqu'il y a Michael McGillicuddy, Husky Harris et CM Punk. Et là, c'est le grand ménage. Il dégage Brian, Chris Masters, John Morrison, Marc-Henri. En fait, il n'y a plus personne sur le ring, à part la New Nexus. Et ça va durer un petit moment, puisqu'en numéro 16, nous avons Tyler Rex. Encore un oublié, là, une gimmick un peu préhistorique d'homme des cavernes, qui se fait sortir très vite. En numéro 17, Vladimir Kozlov, là aussi, le premier russe avant Rousseff, qui se fait sortir lui aussi très vite. En numéro 18, R-Truth, pas encore champion 24/7, mais dégagé très vite.
En numéro 19, le Great Khali, lui, arrive à virer Husky Harris et à détruire un petit peu tout le monde. Mais en numéro 20 arrive Mason Ryan, l'espèce de cosplay de Batista. Et lui va sortir le Great Khali. Donc la New Nexus est un petit peu au calme. Quelques commentaires là-dessus. Une grosse série de ceux qui étaient des jobbers à l'époque. Je pense, Papy, là, Tyler Rex et tout ça. Ouais, bah voilà, il fallait leur donner à manger et que pour permettre à la New Nexus de s'imposer un peu comme un élément majeur. C'est un peu le premier tournant de ce match-là. Voilà, on le disait, 40 personnes, c'est un peu long. Et donc, du coup, pour occuper jusque-là, il y a eu le début qui était très bien. Puis alors, après, dès la 5-6e, ça a commencé à ronronner un peu. Je viens surpris que, en fait, le top card de Raw soit déjà quasiment passé à ce moment-là. Les Morrison, les Mark Henry, du coup, ils servent de chair à canon pour la New Nexus. Ils se font massacrer. Et puis voilà, Koslov qui était en team avec Santino Marella à l'époque, pour rappel. Koslov, le russe ukrainien. Ouais. Bruxelles, il est pas russe. Ouais, il est russe bulgare. Voilà, qui est russe bulgare. Et puis voilà, c'était bien en fait. Voilà, voilà, je commence un peu à m'endormir en me disant putain, on est qu'à la 15e, il y en a 40, ça va être long. Et là, ça a permis un peu de relancer un peu mon intérêt pour le Rumble à ce moment-là. CM Punk, pas mal roi du charisme qui parle pas au micro. Moi, je pensais que c'était dans ce Rumble-là qu'il prenait le micro, mais c'était il y a un an ou deux. C'est un spécialiste du Rumble match aussi, CM Punk, quand il était avec la Straight Edge Society. Ouais, il avait pas mal fait le ménage aussi. Là, il est content, il sourit. Je les ai trouvés assez sympathiques, moi, au final. Cette New Nexus, ils se font des câlins, ils se congratulent, ils se sourient. C'était l'amitié, Ringside, toi qui aimes ça. Oui, l'amitié, c'est beau. C'est beau. Ouais, moi aussi, je m'attendais à ce qu'ils prennent le micro, mais effectivement, c'est pas ce Rumble-là. Il y a une histoire là derrière. Il faut savoir que à ce moment du match, CM Punk prend le contrôle du truc. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais les mecs qui débarquent, ils font rien du tout. Ils se font cueillir tout de suite. Et normalement, quand tu débarques au Rumble, t'as droit quand même de dérouler un petit peu. Ouais. De faire un petit coup d'éclat. Sauf que là, CM Punk, avec son ego surdimensionné, il dit aux autres, les gars qui arrivent, on leur lâche rien. Donc il saute dessus. Si vous regardez bien, vous verrez que notamment Tyler Rex, il part pour dérouler son truc et il se fait stopper net. Il met même quasiment un coup de pied legit à Punk. Et en fait, les mecs, en même temps, leur parlent à l'oreille, leur dit le plan a changé, laisse-toi faire, tu vas voir, ça va être vite fini. Et c'est comme ça qu'ils bazardent à la suite R-Truth, Tyler Rex, justement, Koslov aussi, qui a le droit de rien faire du tout. Jusqu'à l'arrivée de Cena. Alors avec le Great Khali, effectivement, on lui parle pas la langue, donc ils l'ont joué un peu plus intelligemment. Mais c'est un moment effectivement assez. Alors c'est intéressant quand même parce que c'est impressionnant de voir le Nexus au milieu du ring comme bien, ça. Mais effectivement, il se passe quasiment plus rien. Le catch est sale, ils mettent les gens à terre assez salement, ils les maintiennent comme ça. Aussi parce que les mecs ont pas trop envie de se laisser faire, mais bon, quand t'as 5 mecs de Nexus sur toi, finalement tu te laisses faire, surtout si on te le dit à l'oreille. Mais tout ça, il y a une grande improvisation de CM Punk dans l'histoire qui prend un peu le contrôle du truc. Ce qui est intelligent, et c'est comme ça qu'il faut gérer le budget. Il s'est peut-être pas fait que des amis, mais bon, on sait qu'il a jamais eu beaucoup d'amis dans le roster. Mais il était pote avec John Cena, donc c'est ce qu'on voulait. Non, il n'y avait pas eu de Rumble avec l'ancienne Nexus, je me souviens plus. Mais en tout cas, ce que j'ai toujours voulu, moi, quand il y a un clan, c'est que le clan il fasse le ménage et puis qu'il domine, quoi. C'est le truc que t'attends, tu vois. C'est quelque part, c'est un peu jouissif, quoi, de voir ça. Le mec qui sont, voilà, on est 5, et on est plus malin, on reste à 5, ou 4, ils étaient justement il y a eu Ski qui est sorti avant. Et on est à 4 et puis on contrôle tout, quoi. Et là, dès qu'il y a un mec qui arrive, on le tabasse et il peut pas sortir. Enfin, je trouve ça super intelligent, moi, comme utilisation. Moi, j'ai bien aimé, ouais. Petite pensée au Great Khali qui était vraiment un manche à balai quand même. C'est vrai. C'est vrai. Et en plus, comme tu problème aux jambes. Ouais, puis les jambes, et puis comme tu l'as dit, la langue et l'acting, rien n'était bon, quoi. Non, ça a toujours été la plaie, le Great Khali. Il sera peut-être au show en Inde, là, qui vont nous sortir dans pas longtemps. Ah oui, sûrement. Mais le problème, c'est que quand il sera au show en Inde et qu'il parlera et qu'il fera bah,
Là, ils comprendront. C'est ça. Il y aura toute la foule qui fera. Ça va être génial, un Ouais, grand ouais, moment. ouais, J'attends ça avec ouais, impatience. ouais, ouais. C'est pas sûr qu'on fasse une review de ça, le show en Inde. Mais peut-être, on se motivera, on verra. Ouais. Gros moment en 21e. Là, la foule se réveille parce que c'est un retour surprise. Alors, c'est toujours marrant de revoir ça 10 ans après parce qu'on se souvient plus trop en fait qui est un retour surprise. Mais là, on pouvait pas le rater. Booker T, can you dig it? Booker T arrive. Il nous fait un Spinaroni. Lui, pour le coup, personne vient lui dire à l'oreille de se calmer. Avec ses yeux de fou, toujours Booker T. Mais c'est déjà un retraité, un semi-retraité. Et il va être assez vite sorti par Mason Ryan. De mémoire, d'ailleurs, sa seule feud qu'il fera par la suite, j'imagine que c'est par la suite, c'était avec Cody Rhodes, non? Ouais, Est-ce que vous mais ouais. il me semble il fait commentateur et il sort de son rôle de Ouais. commentateur pour aller affronter Cody dans un super match. Je me souviens que le match était super. Oui, il va jamais vraiment revenir en tant que catcheur actif Mm. en fait. Il va directement Ouais. partir commentateur de mémoire. Mhm. Ça. Et Super content de voir super Booker T. content. J'adore Booker T. Lui, il a l'air content d'être là en tout cas. Hein. Ouais. Toujours. Mais toujours. Booker T, je sais pas ce qu'il prend avant le. Mais il aime être là, hein. Il aime la foule. Ah, c'est un catcheur dans l'âme et c'est une grosse carrière, un Booker T. C'est sûr. 5 fois champion, le mec il vient de la WCW, c'est un black. Il arrive à monter jusqu'au top de la WWE. Donc c'est assez impressionnant ce qu'il a fait lui tout au long de sa carrière. Ah, il a du charisme, hein, Booker. Mm. Et en parlant de charisme, numéro 22, ça y est, les choses sérieuses arrivent. John Cena débarque. Giscal devait être comme un fou. John Cena arrive et alors John Cena, il avait détruit à lui tout seul la Nexus. Et ben la New Nexus, il fait de même, il nous élimine Mason Ryan, Michael McGillicuddy, David Otunga. Il est tout seul face à CM Punk. En numéro 23 arrive Hornswoggle, on en parlait. Et alors là, on découvre que Hornswoggle et John Cena sont super copains. Et à tous les deux, ils vont éliminer CM Punk. Donc là, on s'arrête un peu, les gars. Tournant du match, CM Punk qui sera le Iron Man du match. Hein. Il était resté 35 minutes et 21 secondes au total. Mais la New Nexus n'a pas réussi. CM Punk ne gagne pas le Rumble et il ne le gagnera jamais, probablement. John Cena, top face, top superstar, poster boy. On est dans la grosse époque. C'est le seul gros nom qui reste. Papy, content, John Cena. Est-ce que tu voulais? Est-ce que toi, oui. tu aimes voir un mec rouler sur tout un clan ensuite? C'est ça, j'aime pas en fait. Voir un Ouais, mec non. rouler sur tout un clan, j'ai toujours un peu de mal avec ça. Et alors, je sais bien si là c'était le top, c'était comme le disait si bien Rek'Sai, c'était un des derniers tops qui restait. Donc c'est pour ça que il était au-dessus de tout le monde, mais à ce point-là, c'est toujours un petit peu choquant. Bon après l'histoire fera que CM Punk aura sa revanche, mais Ah, en tout cas là, ouais, je trouve ça un petit peu triste en fait. Voilà, la belle page dont on parlait du Nexus, et elle a été tournée en 2 secondes par Cena. Heureusement, finalement, tu vois, je suis pas si content que Hornswoggle soit là parce que du coup, vu qu'ils ont fait le couillon après, ça a permis un petit peu de plus facilement tourner la page en fait. ouais. Ringside, même quel est ton avis? Et j'aimerais un petit mot sur celui qui à l'époque il apparaissait comme une grosse future star, le Mason Ryan, qui lui aussi a complètement disparu. Il était nul en fait, non? Ouais, Mason Ryan, j'ai jamais compris où il voulait en venir. Parce que le mec était quand même super impressionnant. Moi, quand il a débarqué, je me suis dit, tiens, chic, un nouveau Batista, ça va être super. Et finalement, il a rien fait du tout. Ouais, non, apparemment, le mec était pas. Il avait pas le micro, il avait peut-être pas le work rate non plus, il avait que le physique, et il avait une tête bizarre quand même. Hein. Je sais pas si... je sais pas ce que vous en pensez, c'était quand même Mmh. un Et peu le un Cirque du Batista. Soleil maintenant. Ah ouais? Ouais, il est plus dans le catch, hein, il travaille, dans le Cirque du Soleil depuis une paire d'années là. D'accord. Il monte le Il chapiteau? ressemblait, Qu'est-ce qu'il- il ressemblait Non, vachement à Batista. Hein. il Ouais. est tout maquillé, puis il fait des trucs machin là, des pyramides humaines ou je sais pas quoi. Ah, il est D'accord. homo en fait. Non, je l'ai. Ringside. Mason Ryan. Moi, je suis Ouais. pas politiquement correct. Non. Ouais, non, il était. C'est une déception, comme beaucoup de catcheurs de ce Rumble. Ouais. Maintenant, À il la avait peut-être longue. pas ce qu'il fallait. Hein. Ouais. Ouais,
Bon, bah, il y a John Cena qui débarque et la bête noire du Nexus, hein. Ouais, Donc voilà, ouais. tout le monde dégage et puis c'est le moment fou rire avec Hornswoggle. Maintenant John Cena, il était au top quand même à l'époque, hein, Ouais. il catchait super bien, hein. Je pense qu'il a mis du temps à avoir un work rate, vraiment impressionnant, mais enfin John Cena, c'est pas John Cena pour rien, quoi. Big Mmh. match Big Match John, c'est pas facile à dire en français. Ouais, non, moi c'est à partir de là que, le Rumble, on passe un peu dans une deuxième phase, hein, puisqu'on va avoir des noms un peu plus, susceptibles de gagner le Rumble, quoi, qui vont arriver ensuite. Il y a un peu toute la chair à canon qui est partie. Heu, bon, hormis Hornswoggle, hein, bien sûr. Mais voilà, gros moment, scénaristique et puis là, on se détend un petit peu avec Hornswoggle, justement. Alors on se détend, aux dépens de certains, hein, puisque Mmh. Ah, il y en a un qui va prendre cher, là. ah oui, John Cena est donc, super ami avec Hornswoggle, ils font équipe. Le numéro 24 va être complètement humilié, le pauvre. C'est Tyson Kidd, qui est pourtant, populaire, hein, auprès de Ouais, certains. et qu'ils T annoncent avec une nouvelle attitude. Ouais et ben la nouvelle attitude, c'est que Hornswoggle va quand même lui placer le attitude adjustment justement. Très belle attitude et Heath Slater entre en 25e. Lui, il va prendre un double, You Can't See Me avec Hornswoggle aussi qui fait le petit geste de la main. Il est sorti donc finalement la New Nexus est remplacée par Cena et Hornswoggle qui sont les nouveaux à faire le clean house à chaque fois, quoi. Étonnant, amusant. Ouais, Vous avez puis ri, Tyson Kidd? c'est un petit moment sympathique. Tyson Kidd, Tyson Kidd à l'époque, il est passé heel peu de Mmh. temps avant. Et il avait un mini push avec son garde du corps qui, au final, je sais pas si vous vous souvenez, ça, c'est une espèce de méga brutasse. Jackson Andrews, un truc comme ça, il devait Ah s'appeler. oui. Attends, j'ai aucun souvenir. Qui s'est fait virer parce que je crois que c'était le petit copain de Rosa Mendes ou je sais pas quoi, là, qui ça se passait mal. Enfin bref, c'est l'histoire à la con. Il Il a avait tapé jamais sa catché femme. et au final, la seule fois où il était entré dans le ring, il s'était fait pris un World Strongest Slam par Mark Henry, puis c'était terminé, on l'a plus jamais revu. Donc Ah c'est oui, terminé. il était Ah, monstrueux c'était le lui. mec super grand, d'accord. Ah, je croyais que c'était Big Cass, moi, ce mec-là. Il s'est fait aussi slammer par le Big Show, non? Alors moi, je me souviens juste de Mark Henry, mais peut-être par Big Show aussi. Mais bon, en tout cas, bon, il a vite disparu, ce garçon. Je me demandais qui était ce mec, qu'est-ce qu'il était devenu, et je m'étais un peu dit que ça devait être Big Cass, mais en fait, non. Ouais, il faisait 3 mètres comme ça, le gars. Mmh. Ouais, non, bah, surtout avec Ah oui, Tyson Kidd qui est d'accord. petit à côté. Donc ça OK. faisait un sacré contraste. Mais Tyson Kidd, d'ailleurs, on voit bien que c'est comme un talent, ce mec-là, parce que réussir à Ouais, sortir du catch de Hornswoggle, faut y aller, hein. c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Non, c'est un gros talent, Mmh. Tyson Kidd formé par Bret Hart et compagnie. Ouais, c'était, son ancien collègue, bah, Davey Boy Smith Jr. là, je sais plus comment on l'appelait à la David Hart Smith s'appelait WWE. à l'époque. David David Hart Artemis. Smith, voilà. Il était pas dans le Rumble. On lui a dit: Mmh. «Non, tu restes à la maison». Il fait partie des 2, Il je était pas crois, viré à qui l'époque? vont Pas pas encore, je encore, crois. pas encore, Pas ouais. encore. D'accord, parce que Mmh. justement, on le voyait pas, hein. De toute façon, les semaines d'avant, on voyait que Tyson Kidd tout seul. Mmh, mmh mh. Et là, c'est deux déceptions, mais bon, Tyson Kidd, c'est un peu différent, quoi. C'est peut-être pas la WWE, c'est, bah, il s'est pété la gueule, enfin, c'est C'est ça, Samoa Joe, non? Qui le Oui. tue. ouais, c'est lui, Tyson Kidd a toujours dit que c'était sa propre faute à lui, il était mal réceptionné sur la prise, mais effectivement, c'était le fameux Muscle Buster, cette prise très, très impressionnante de Samoa Joe qui effectivement est peut-être dévastatrice. Mais Ouais, bon, il va mieux maintenant, Tyson Kidd, mais effectivement, sa carrière s'est arrêtée bien trop tôt. ouais. Bon, au moins, il aura eu ce petit passage sur le Rumble, Voilà, il aura brillé mémorable. face à Hornswoggle. Face à Hornswoggle. La mid-card, effectivement, arrive. Kofi Kingston, Jack Swagger et Sheamus. Sheamus qui va énormément en vouloir à Hornswoggle, puisqu'ils sont irlandais tous les deux. Donc, il n'y a pas de place pour deux irlandais. Du coup, c'est Sheamus qui va nous faire le plaisir de nous débarrasser d'Hornswoggle. On peut parler un peu d'Hornswoggle, qui aura quand même réussi une petite carrière, hein, vu son personnage, son in-ring et tout le reste. Il restera une mascotte assez permanente de la WWE ou d'autres fédérations, hein. C'est impressionnant quand même ce Mmh. qu'a réussi à faire ce petit bonhomme. Il a pris quand même, quelques bumps, hein, mine de rien, Ouais. parce je me souviens aussi c'est un Money in the Bank où Mr Kennedy fait sa pirouette là, en le prenant sur ses épaules et en le faisant tomber du haut de l'échelle. Enfin, c'était un truc assez violent.
Mais ouais, il aura Ouais. quand même. Il est emblématique de cette période en fait, Hornswoggle. Hein. C'était le monde des natros avec General Anonyme, Hornswoggle, les super shows avec les guest stars, les machins. Enfin, c'était. Il y avait il tentait beaucoup de choses, beaucoup de n'importe quoi à cette époque. Ouais. Ouais, non, il a pris voilà, l'opportunité qu'on lui a donnée, il a été jusqu'au max de ce qu'il pouvait faire. Non. C'est un des boys, hein, enfin, c'est toujours, hein, il est à Impact hein, en ce moment. Ouais, Il a très bien géré sa carrière, le petit Hornswoggle. c'est Chapeau. sûr. Monsieur Hornswoggle, j'ai envie de dire. Monsieur, un truc. Allez, le petit préféré de tonton Chris, qui nous écoutera sûrement, je nous le souhaite. Ray Mysterio arrive en 29e. Il sort Jack Swagger d'ailleurs. En 30e, nous avons Wade Barrett, donc qui est à l'époque quand même un main eventer, hein, papy. Nexus, c'est fini pour lui. Il a recréé son clan. Ouais, Beaucoup après The Core, d'espoir. on voit comment ça se passe. Hein. On a déjà perdu Gabriel et Slater. Le Ouais. Core, ça sent pas bien parti et ils feront pas grande carrière. Je t'avouerai, je me souviens même plus comment ça s'est terminé The Core en fait. Euh, ouais, Moi c'était non la sous plus. Nexus. Ça a été complètement Discrètement, hein, je crois. par la nuit Nexus. Bah, déjà, la Nexus a fini très discrètement. Mm. Le corps, j'ai aucun souvenir, ouais. Ouais, The Et- Core, ça doit être le sommet de leur carrière, là. Hein. Ouais. Alors, sachant que ça a démarré 3 semaines avant, tu vois. Non, c'est un des plus gros loupés, The Core. C'était un raté. Le Core avec 2 R, bien sûr. Ouais. C'était Ouais. quelque chose de marquant. Mm. Et là, par contre, on arrive dans l'histoire, puisque nos 30 premiers entrants sont rentrés au Rumble. Le 31e sera donc le tout premier 31e de l'histoire. Et qui c'est qui nous marque l'histoire? Eh ben, on l'a déjà vu un peu plus tôt dans la soirée. Dolph Ziggler, parce que oui, pour en trouver 40, il faut réutiliser les challengers des championnats du monde des matchs d'avant. Dolph Ziggler est donc le 31e, le premier 31e de l'histoire du Royal Rumble. Et en 32e, grosse pop là aussi, gros retour, c'est Diesel Kevin Nash, qui débarque. Énorme pop, hein, là. Ouais. Ouais. Très Le, gros. le seul qui a eu une pop comme ça de tout le match, c'est Booker T. Ouais. Et Bah, c'est les vieux, quoi. ouais, John Morrison, il aussi, il avait une grosse pop, j'ai remarqué. Ouais. Mais sinon, voilà, il n'y a pas une aussi grosse réaction pour le reste du truc. Mais les gens sont à fond dedans, il y a des gros chants. Dijol. Mais il est moins en forme Ouais. que Booker T, Diesel. Hein. Ah oui, non, par Oui. contre, oui, ça n'a jamais été un gros bosseur, hein, Kevin Nash. Ouais. Donc, Il il met est niveau déjà Pat Kelly, 5 là. minutes. Ouais, il met 5 minutes à enfiler son gant d'abord. Ça lui permet de pas faire grand chose. Et puis après, il va au ring et puis il fait un big boot en se tenant sur les cordes. Ouais. Il fait ses 3 moves qu'il sait faire. Moi, j'adore un Diesel. Hein. J'adore Kevin Nash, mais c'est pas le plus gros worker de tous les temps. Et c'est Jim Cornette qui disait qu'il avait. Parce Jim Cornette avait formé Kane pour faire le faux Diesel. Mhm. Il avait dû reprendre les moves et il disait en gros, il a 7 moves, je crois. Diesel, dont se recoiffer. Mais, Bah, mais Kane, il bon. a du mal à faire celui-ci. Eh ouais, ça il pouvait. Mais à l'époque, il avait des cheveux, Kane. Hein. Ah oui. Et puis, ouais, non, ben, grosse pop pour Kevin Nash, hein, qui est quand même une des plus grosses stars de l'histoire hein, du catch. En parlant de Ah plus ouais, grosse star, ouais. attends, on va peut-être s'arrêter un petit peu parce qu'il y a un Vas-y. truc qui me revient. Faut savoir que l'arrivée de Diesel et de Booker T, ça a complètement court-circuité les scénarios de la TNA à l'époque, Ah oui. qui avait prévu une histoire. Il y avait un clan qui devait débarquer. C'est le retour de la Main Event Mafia. Donc, tous les Rick Steiner, je sais plus ce qu'il y avait, Sting dedans, Hulk Hogan, et donc Booker Booker aussi, hein. T et Kevin Nash. Et ben finalement, Booker T et Kevin Nash, ils ont été signés à la WWE. Et donc, TNA, le jour où était annoncé l'arrivée de ce nouveau clan mystérieux, et ben ils ont fait débarquer un clan qui s'appelait Fortune avec AJ Styles et Ric Flair, je crois. Sachant que Ric Flair pouvait même pas venir le jour-là parce qu'il était blessé, je crois. Et en fait, ce clan Fortune, c'était celui qui était attaqué par le clan mystérieux au début de l'histoire. Donc c'est une histoire qui arrivait à rien du tout. Et donc la leçon de ce truc, c'est que quand vous lancez une intrigue de catch, assurez-vous d'avoir quand même engagé les gens que vous voulez faire apparaître au moment clé de l'histoire. C'est une belle leçon. Voilà, les grandes heures de la TNA.
Donc je disais qu'en 33e, là, pour le coup, 10 ans après, un petit écho, Drew McIntyre arrive. Alors c'est pas du tout le Drew McIntyre champion du monde actuel. C'est un Drew encore assez jeune, mais bon, déjà assez bien placé sur la carte. Hein. Il va retrouver son copain Sheamus, ça aussi, ça nous fait vachement penser à ce qui se passe actuellement, puisqu'ils vont céder et on va nous le dire, hein, qu'ils sont copains. Moi, je me souvenais pas du tout qu'on nous avait déjà évoqué leur amitié avant en 2020, mais si, ils sont copains. Diesel va partir assez vite, sorti par Wade Barrett. En 34e arrive Alex Riley, et ça va aussi apporter une nouvelle étape dans ce Rumble, puisque le Miz s'installe, lui, aux commentaires. Et il annonce que Alex Riley va peut-être gagner et soit affronter lui-même le Miz, une histoire style mentor contre disciple, ou alors chercher le deuxième titre mondial. Bon, en 35e, nous avons le Big Show qui jette Dolph Ziggler dehors. Il fait un stare-down avec Diesel d'ailleurs, quand il remonte. Pardon ? Il se regarde avec Diesel, les yeux dans les yeux. Oui, c'est vrai. Et apparemment, ça a été improvisé parce que la réaction était tellement forte par rapport à Diesel que pour vendre un peu quelque chose aux gens, parce que les gens étaient trop déçus de le voir sortir. Ouais. Monter ce truc-là pour passer la pilule un petit peu. Ouais, il n'est pas resté très longtemps, hein, ça c'est sûr. En 36e, le dernier membre de ces fameuses teams et de ces fameux clans, Ezekiel Jackson. Donc, là aussi, un gros produit qui est devenu une grosse déception, hein, un petit peu comme Mason Ryan. Ouais. Le Big Show va sortir Drew McIntyre. À l'époque, c'est un peu dans l'indifférence générale. Ça a bien changé tout ça. Ezekiel Jackson sort le Big Show. Ouais. Gros. On lui donne une grosse pop. En 37, on est presque à la fin, hein, Santino Marella débarque. Le petit Santino, le petit comique italien qui prend très rapidement un brogue kick dans sa gueule de Sheamus et qui va rouler à l'extérieur du ring, mais il n'est pas éliminé. Il juste rouler à l'extérieur du ring. Ouais, il était détenteur du record une seconde, j'ai fait l'année dernière, enfin l'année précédente. Mais, là, il y sort pas tout de suite. Non, il a trouvé la bonne astuce. Arrive Alberto, divinement bien par Ricardo Rodriguez, évidemment. Ça, c'était le Del Rio de la grande époque, avec la bagnole, la décapotable, le klaxon toin-toin, damas y caballeros, Alberto Del Rio. Et il est tellement content d'être là qu'il met 3 plombes à rentrer, tellement longtemps qu'en fait, le numéro 39e arrive, et c'est Randy Orton. Randy Orton qui était déjà là plus tôt dans le show. Alors Randy Orton, il envoie Del Rio sur le ring quand même, et il va lui envoyer un petit RKO. Il va faire RKO aussi à Sheamus et à Kofi Kingston, et il les élimine. C'est pas l'année où il avait fait 6 RKO d'affilée, ça c'était un peu avant. À noter que Alex Riley a été piteusement éliminé pendant l'entrée d'Alberto Del Rio. A priori, c'est la seule élimination qu'on verra pas. Un peu bizarre, hein, ça, comme moment quand même, non ? Ben, c'est un botch. Ouais. C'est un botch. Ouais. Il devait pas être Riley. Éliminé. Ouais. Riley devait pas être éliminé, il devait s'accrocher aux cordes et il est tombé. Il a glissé. Ah merde. Ouais. Alors, il se fait plus ou moins éliminer par John Cena. Il y a quand même des rumeurs comme quoi John Cena n'aimait pas Alex Riley, qui s'était embrouillé. Oui. Je sais pas si ça vient pas de ce soir-là ou peut-être d'avant, parce que quand Riley arrive au ring, il se prend une méga target derrière la tête par Cena, qui catch pas du tout comme d'habitude. Il vient, il lui met c'est pas une close line, c'est un gros coup de pied dans les couilles. Il fait pas ça d'habitude. D'habitude, il lui crache à la gueule, on voit qu'il l'insulte. Ouais, donc voilà, gros botch d'Alex Riley qui aura loupé son moment. Ouais, je pense que ça n'a pas joué en sa faveur, hein, pour le coup. Ouais. Ce petit merdou, mais je sais pas si John Cena n'a pas fait exprès de le faire tomber non plus. Mais... Peut-être aussi, ouais. Ça lui ressemblerait pas, enfin. Ouais, je ne sais pas. Ça restera dans les mystères des coulisses de l'histoire du catch. C'est vrai. Alors, du coup, Randy Orton et Cena sont sur le ring, hein, quand même. Là, on a du star power. Ils se font face, ils se regardent. Et le 40e entrant débarque. Donc ça y est, on en a enfin fini avec ce Rumble interminable. C'est Kane, ni plus ni moins justement que le Big Red Monster Kane. Il y a encore 8 participants sur le ring, hein, donc il y a du monde. Hein, c'est vrai. Des fois, c'est pas toujours comme ça. Souvent, le dernier entrant, il y a un petit peu moins de monde sur le ring. Et là, il y a du bordel. Kane, il élimine Ezekiel Jackson. Rey Mysterio sort Kane, mais Wade Barrett fait tomber Rey Mysterio, donc on commence à faire le ménage. On a un Final Four, a priori, ils sont 4 sur le ring, c'est Randy Orton, John Cena, Wade Barrett et Del Rio. Ça, c'est un Final Four qui mélange
bien équilibré en fait. Deux jeunes générations et puis deux tauliers. Hein. On pouvait pas faire mieux dans la Exactement, ouais. proportion. Mm. Donc là, est-ce que ça vous paraissait un papier, là, un Final Four pas dégueu quand même, malgré l'absence de Ouais, Star Power? effectivement, à ce moment-là, tu te demandes qui peut le remporter parce que tu as les 2 anciens où tu veux très bien les imaginer à Mania, puis les 2 jeunes qui sont plein push et où tu peux te dire: «Bah, tiens, est-ce que c'est pas le moment de les lancer aussi ceux-là?» Tu es un peu interloqué, tu te demandes qui va tirer son épingle du jeu. Mmh. Bah, surtout que Senna et Orton sont, si ma mémoire est bonne, les 2. Ah non, il y a peut-être eu non, Sheamus c'est après, donc c'est les 2 précédents gagnants, non? Non? Ou il y a eu Sheamus entre-temps? Oh là Orton là, là, je suis perdu là. non, ça doit Ouh. être Orton 2009, Senna 2008 et il y a peut-être eu Sheamus entre-temps alors. Il n'y a pas Edge qui a gagné entre-temps? Ah si, Edge, C'est Edge, oui. oui, c'est Edge Oui, l'année Je crois d'avant, que c'est c'est ça, Edge OK. l'année d'avant, hein. ouais, donc Sheamus c'est 2012. Mais bon, là on a déjà deux catcheurs qui ont gagné quand même assez récemment parce que gagner 2 Rumble, c'est pas fréquent. Ça. Mais il y a alors pendant leur stare-down, leur bataille de regard, le public est silencieux, hein. On sent Mmh. qu'ils ont pas envie de voir ça, hein. Ne nous vendez pas un Orton Cena, hein. Non. Donc il y a aussi un stare-down entre, Cena et Kofi Kingston à un moment donné. Je sais pas si vous Ah avez oui? vu? Pas fait gaffe, Ils non. ils se regardent Oui. face à face là, on sent qu'il y avait un projet derrière, mais c'est pareil, bon la foule est un peu plus chaude quand même pour ce face à face. Mais alors par contre Orton Cena, ça les gens ils en veulent pas du tout, hein. Bah, ils l'ont déjà eu beaucoup quand même, C'est vrai. déjà à l'époque. Ils l'ont encore beaucoup. Et ils Et ils l'auront l'auront encore. encore. Et ça sera pas pour ce soir-là, parce que pendant qu'on a ce Final Four, le Miz qui était aux commentaires monte sur le ring et avec Alex Riley, ils éliminent John Cena. Donc le Miz, la seule élimination du match qui est faite par quelqu'un qui n'était pas dans le match. Et le Miz a fait ça pour éviter à tout prix Cena comme adversaire à WrestleMania, mais évidemment, en faisant ça, il a un peu désigné son adversaire quand même. Mais je me souvenais pas moi de ce segment-là. Il y a eu un petit quand même, ça a fait quelque chose un peu dans la foule quand même. John Cena à 1 minute près, il était le Iron Man du match, mais non. Ah mais c'était le favori en fait, Cena. Tu le Ouais. voyais à mort depuis des semaines, monter en puissance. Il s'était enfin débarrassé des histoires de Nexus, tout ça, donc tu te disais que c'était en plus là, il battait la nuit de Nexus, dans le Rumble, donc tu pensais que c'était son moment pour se lancer, puis bah, effectivement, tu te doutais qu'il allait affronter le Miz, à Mania, donc on pensait que ça serait par le biais du Rumble, ça serait par un autre biais. Mais moi je me souvenais parce que du coup, vu que je me souvenais que Riley s'était losé, bah, je savais que c'était Miz qui du coup avait rattrapé le coup avec la bidouille avec Riley, qui se balade autour quoi. Enfin, c'était un peu merdique. Ouais. Ringside, toi, ça te fait bondir, tu t'en souvenais? Ouais, non, j'avais plus beaucoup de souvenirs de comment ça s'était déroulé cette fin, Riley qui débarque, John Cena qui fait la gueule là, il est pas content. Ouais. Il vient engueuler les commentateurs. C'était pas le truc le mieux exécuté, mais ma foi, c'est une manière plutôt correcte de faire dérouler le truc. Ouais. En tout cas, bon, là, la tension monte d'un cran. Hein. C'est quand même le gagnant du Rumble. Là, on va le savoir dans les secondes à venir. Et Randy Orton sort Wade Barrett, puis Del Rio sort. Barrett sort Orton, pardon, c'est ça? Je sais plus ce Semble, que j'ai ouais. noté. Et donc Del Rio sort Wade Barrett et la cloche sonne, la musique de Del Rio commence. Del Rio c'est le plus beau jour de sa vie. Del Rio a gagné visiblement le Royal Rumble, sauf que non, Santino Marella était encore là. Voilà, cette drôle de fin de Rumble, c'est Santino Marella qui revient, les arbitres s'en rendent compte. Santino Marella place son Cobra, on sent qu'il joue le moment de sa vie. Il envoie le Cobra sur Del Rio, il est en feu, il danse dans tous les sens, il nous fait un petit coup de son faux trombone. Il est persuadé qu'il va gagner. Et il essaie d'envoyer Del Rio dehors, mais au dernier moment, Del Rio renverse la prise. Donc finalement, ce qui était quand même un peu plus prévisible là sur ce segment final. Mais c'est bien Del Rio qui aura quand même gagné 2 fois ce Royal Rumble à 40. Effectivement, grosse surprise, je pense qu'on peut dire à l'époque, Papy, même s'il était nouveau, petit jeune. Et avec le recul, cette fin de Rumble, Santino le dernier homme, c'est le sommet de sa carrière. Est-ce que c'était une bonne idée? Bah, ouais, Ouais. enfin, quand il ressort du ring et qu'il se retrouve derrière, Del Rio, il y a le feu du public là, le public il est vraiment chaud là, à ce moment-là Ouais. pour qu'il attaque, Del Rio, parce qu'il
Del Rio qui est détestable depuis des semaines, des mois. Et encore là, le public ne connaît que sa personnalité in-ring. Il ne connaît pas encore ses travers en dehors du catch. Alors tu vois, j'en suis venu à me regretter en disant, ça aurait été bien qu'il fasse ça à 2 années d'écart, tu vois, genre Del Rio qui est son push, parce que manifestement, comme c'est un méga projet, il faut se souvenir aussi de son arrivée à la WWE avec ses vignettes qui étaient interminables avant qu'on le voit catcher. Il a quasiment pas perdu pendant des mois et des mois. Il était vraiment touché très fort. Et je trouve, moi en tout cas, j'ai trouvé qu'il avait fait du bon boulot à ce moment-là. Mais par contre, je me dis que putain, c'est peut-être ça aurait été marrant que Santino gagne. Alors après, ils auraient fait une entourloupe pour lui enlever son match de Mania, mais tu vois, enfin à ce moment-là, je savais pourtant qu'il allait perdre et j'étais en train de me dire, allez, vas-y, pousse-le. Non, non. Mais voilà, j'étais déçu. J'étais une nouvelle fois déçu alors que je savais quand même qu'elle allait se faire avoir. Ouais, ringside, Santino a un peu sauvé la ficelle de manque de star power en jouant sur la sympathie, quoi. C'est ça, trop bon, trop con. Ouais. Ouais, non, mais il me semble qu'à l'époque, c'était même pas inenvisageable que Santino Marella gagne le match parce qu'il était hyper populaire, hein, je crois, à cette période-là, cette Ouais, histoire-là, hein, l'époque avec le Cobra quand même. Ça aurait pas été impossible qu'il gagne non plus. mais dans la Euh, foulée, je crois qu'il va au Elimination Non, Chamber aussi, hein. je crois que c'est l'année d'après ça. Ah, Parce c'est que l'année d'après? c'est l'Elimination Chamber, c'est quand Bryan est champion. Ah oui. Ah bah oui. Donc il me semble que c'est un an plus tard, mais par contre il a un an du coup où il s'affranchit un peu de sa carrière en tag team et puis effectivement il va avoir un push en solo en mode Rocky là contre Bryan. il fait Ok. toutes sortes de conneries, Santino Marella, mais c'est en plus, c'est excellemment bien exécuté, tout ce passage-là quand il se prépare à placer le Cobra. On le revoit après au ralenti, son visage, il a les larmes aux yeux, il est à fond. C'est Hmm. vraiment du grand Santino Marella pour le coup. Bon, c'est toujours un peu bizarre de voir un Rumble qui se termine. Ils auraient pas dû lâcher la musique Ouais. d'Alberto Del Rio. C'est déjà arrivé qu'on ait des fausses joies comme ça, Ouais. notamment le classique British Bulldog qui pense avoir gagné, et puis c'est Michaels qui arrive derrière. Ouais, mais si, je crois qu'ils avaient quand même lâché la musique. Mais bon, bref, au final, c'est quand même super efficace. Du grand Santino Marella, et puis la consécration d'Alberto Del Rio. Il y a aussi Ricardo Rodriguez qui est excellent Ouais. à l'extérieur du ring, là, quand il lâche alors que tout le monde est dégoûté, tout le monde a la haine. J'ai regardé ça, il y a ma copine qui a débarqué à la fin. Elle était morte de rire parce qu'il dit, tout le monde est dégoûté, l'autre il fait la fête et tout. Ça l'a fait marrer, donc voilà, ça prouve l'efficacité du truc. Non, c'est un beau finish de Rumble, je trouve. Très fun. Très fun. Alors, un petit sujet sur lequel j'aimerais qu'on discute, c'est quand même le Rumble vainqueur est un des plus insipides, pourrais-je dire, sur la rencontre, hein. Il a que 2 éliminations, c'est C'est une des vrai qu'il plus a rien faibles. foutu, hein. Le Ouais, record, j'ai regardé le record, je crois que c'est Randy Orton quand il gagne le Rumble, quand il est le valet de Bray Wyatt là, qui a gagné un Rumble avec une seule élimination. Mais donc on peut pas faire moins, à moins qu'un gars s'auto-élimine. Mais Del Rio là, il a pas fait grand chose, hein. Il entre en 38e en plus, c'est vachement bah, il surprenant. arrive tard, il prend son RKO directement dans la gueule et puis après il se roule, il se met dans un coin. Bah, il prend un attitude adjustment aussi, hein, je crois. Ah oui, c'est vrai. Bon, enfin bref, il s'est bien laté la gueule et il fait au fou rien. Ouais, bon, il fait un truc à la Roman Reigns. Ouais. Je- C'est pas rare qu'un mec qui gagne le Rumble ait pas foutu grand chose pendant le Rumble, Ouais. mais là, il fait vraiment pas grand chose, quoi. Ouais, Pauvre Del Rio. consécration. Ouais, le meilleur est devant lui, avant le pire, quoi. Ah bah c'est sa meilleure année qui arrive, hein, puisque après ça, il va perdre son match à WrestleMania donc contre Edge. Edge. Mais profitant du départ de Edge à la retraite, il va ensuite gagner le Money in the Bank et puis bah, faire un cash-in mémorable dont on reparlera peut-être cette année si on refait un petit vintage, un petit rétro catch-up. Mais c'est ça, ne spoilons pas. Ne spoilons pas trop, mais grosse année. Et c'est vrai que Del Rio a toujours été. Je sais même pas si on peut trouver un équivalent. Parce que après, il y a eu NXT qui a faussé la donne, mais d'un mec qui est arrivé en étant si vite
il a pas été low carder, quoi, Del Rio. Il est arrivé, et là, je crois que, Mm. Papy, tu vas peut-être nous confirmer, mais au moment où il gagne le Rumble, il est à la WWE depuis 2 mois, peut-être, ou 3, Un peu plus, un peu plus. il est arrivé à l'automne, enfin ouais, ouais, tu me diras, c'est fin janvier, donc oui, c'est ça, 3-4 mois, je pense. C'est hyper Parce qu'en court. fait, il est arrivé, il a directement eu la rivalité avec Mysterio, et ensuite il était déjà dans le Fatal 4-Way de TLC pour le titre de Edge. Donc Oui. très 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 vite, il s'est retrouvé tout en haut de la carte en fait. Et c'est marrant parce que quand il reviendra, c'est pareil en fait, directement il rattaque une ceinture en fait. Mais c'est un mec, t'as l'impression qu'il a tout le temps été prévu pour être tout en haut de la carte. Ouais, il arrive effectivement en juin 2010 à SmackDown. Ah oui. Ah, Donc il y a je une petite. pensais plus tard. Je pensais septembre. Ouais, mais d'après ce que j'ai là sur Wikipédia. Enfin, c'est Ricardo Rodriguez qui apparaît, donc si ça se trouve, il arrive encore plus tard. Parce qu'il y a eu des longues vignettes en fait où tu le voyais dans sa Ouais. baraque, Ouais. avec il y a des catchphrases qu'il n'utilisera plus après. I am C'est le 20 better août. knows, you already know that. C'est le Bah, 20 août qui fait ses débuts. c'est MJF qui lui reprend ses catchphrases après. Bah, c'est flagrant comme il ressemble à MJF à l'époque. Hein. Ouais. J'étais effectivement, ça m'a choqué. Ça m'a frappé même, j'ai plutôt envie de dire. Mhm. Ouais, Del Rio, bah, c'était un gros nom du Mexique. C'était une tentative aussi de faire fonctionner un petit peu enfin, d'accrocher le public hispanique. Ouais. Hein, parce qu'il y avait quand même du pognon à se faire avec bah, le public mexicain et Mm. compagnie. Il est resté quand même un bon moment à la Florida Championship Wrestling sous le nom de Dos Caras Junior. Il était masqué, non? Il était masqué, c'est ça. Ouais, il était. Alors, il avait une grosse position, un gros main eventer au Mexique à la CMLL, mais il était un petit peu. On disait qu'il n'avait pas beaucoup de charisme. On Mais disait putain. que voilà, qu'il était là parce que c'était le fils de Dos Caras, deuxième génération, dans une lignée un peu légendaire du catch mexicain, donc un peu le pistonné de service. Et ils ont fait un gros travail avec lui, malgré sa langue natale, mais au moins il savait parler anglais comparé à d'autres catcheurs qu'on aura connu par la suite, d'autres catcheurs mexicains. Et voilà, on lui a enlevé le masque, il avait sa belle gueule et le charisme, il était là. Il n'y a pas à chier. Moi, j'aimais beaucoup Alberto Del Rio. Donc après, il y a eu de sales. Voilà, il avait été accusé de viol, etc. Machin. Truc horrible, là, soi-disant qu'il voulait jeter un gosse sur l'autoroute. Puis de ça, c'était des fausses accusations complètes. Gars, mais c'est pas non plus un monstre abominable, Alberto Del Rio. Voilà, faut bien comprendre que le catch, le succès, machin, surtout quand tu viens du Mexique, ça peut monter au cerveau assez rapidement, surtout quand t'as Paige dans les pattes à 22 ans qui vient de draguer, ou je sais pas quel âge elle avait, mais en tout cas pas beaucoup plus. Ouais, bah, pour moi, c'était quand même un mec que moi j'aimais beaucoup, Alberto Del Rio à la WWE. C'était un bon entertainer, il avait sa place dans le main event, il a fait du bon boulot. Sortie de piste, c'est malheureux, mais voilà, je crache pas sur Alberto Del Rio comme beaucoup de gens le font. D'ailleurs, c'était un très bon moment sur Royal Rumble et cette victoire. Ouais. 10 ans après, la carrière de Del Rio, effectivement, on la voit un peu différemment avec ses frasques, mais moi je suis d'accord avec toi, je trouve qu'il a été un très très bon. Il faisait des très bons matchs, il était très très divertissant, très très charismatique. Pour moi, ce qui l'a tué, et ça je le reprocherai toujours, c'est quand ils ont décidé de le séparer de Ricardo Rodriguez, ils étaient quand même indissociables, et moi ça m'a fait énormément plaisir, outre Del Rio, de réentendre Ricardo Rodriguez là faire les annonces, et la musique mexicaine et tout, ça marchait du feu de Dieu, je trouve. Et après, bon, ils ont décidé de foutre à Rob Van Dam, c'était un peu pourri cette FUD, mais ouais, Del Rio a pas démérité, hein. Je sais pas, Papy, toi, ton souvenir du garçon, mais là, les 2-3 ans qui sont à venir pour lui à ce moment-là sont de qualité. Non, mais moi, c'était un des gars que j'aimais bien à cette époque-là.
Et d'ailleurs, SmackDown, en fait, commençait à bien se relancer après une période un peu difficile. Quand ils ont remis Del Rio, tout ça, ça commençait à être bien sympa. Je trouve en plus que Del Rio, alors, on le disait, hein, c'est un mec qui parlait bien anglais pour finalement, quand on compare à tous ses collègues, donc du coup, ça l'a vachement aidé à pouvoir faire des promos. Alors, c'est pas génial, mais au moins, il pouvait aligner 3 mots, donc c'était déjà ça. Et je trouvais aussi qu'il avait énormément de psychologie dans le ring, en fait. Les matchs qu'il Mmh. faisait, il y avait toujours une histoire qu'il racontait. Bon, ça tournait souvent autour de: «Je vais te casser le bras», parce que son finisher était comme ça. Mais par contre, voilà, il y avait toujours une histoire qui se racontait et il avait même réussi à faire le fameux, double turn qu'il fera plus tard contre Ziggler, tu vois? Donc enfin, faut vraiment avoir Ouais, de la ah oui. psychologie pour pouvoir faire ça et il a réussi enfin, voilà, chacun de ces matchs était une histoire racontée vraiment intéressante. Effectivement, alors la personne, bah, voilà, on a dit ce qu'il y avait à dire dessus, mais par contre le catcheur, beaucoup de gens après ont commencé à dire qu'il était pas si bon que ça. Non, moi je me souviens que c'était quand même, une sacrée réussite, surtout un gars dont quand tu regardes que la WWE, tu as l'impression qu'il est nulle part, quoi. Tu dis: «Qui est ce mec-là?» Et voilà et c'est une belle réussite, de cette époque-là, hein. Mmh. Je crois que, avec le recul, il aurait peut-être pas dû revenir. Son deuxième run lui a fait quand même pas mal de mal, en termes d'image médiatique parce qu'il est vraiment pas resté longtemps. Mmh. Il s'est un peu perdu dans la League of Nations et puis, bah, c'est là où il est entré dans l'histoire un peu crade avec Page et avant de se barrer, pas content et Ouais, de alors laisser qu'il allait, visiblement retourner dans le main event, ouais, éventuellement gagner le titre, hein. parce C'était, que de mémoire, il avait fait un peu une CM Punk, hein. Il est parti en laissant un peu tout le monde en plan, hein. ouais, je Si crois qu'il s'est fait virer parce qu'il a giflé un gars, je crois, c'est pas ah ça? peut-être, ouais. C'est pas la première fois ça? Je sais plus. Oui, c'est la première. Ah C'est ouais, la non, ou première alors fois. il s'est cassé, ouais, ils se sont engueulés, Ouais, bon, ça se voyait qu'il allait plus trop bien. Alors il était en super shape et hyper musclé, son retour, c'était excellent. Moi, j'avais trouvé quand il avait battu John Cena, Oui. à US? son arrivée, mais après c'est vrai qu'il est tombé dans la League of Nations et puis ces belles histoires, ouais, non, c'est triste. Ah. Mmh. Bon, avant de se quitter, on va résumer quand même un peu plus le show. Donc Royal Rumble, 2011, le pay-per-view, le match finalement, est-ce que c'était bon? Est-ce que ça vous a plu de le revoir? Ouais, est-ce que c'était un bon Rumble? Là, on s'apprête à voir le Rumble 2021 qui risque d'être, très spécial, sans public très certainement. Là, cette édition, Ringside, tu es content de l'avoir? Il y a une belle fin, tu trouves? Il y a eu beaucoup d'histoires en fait dans un Rumble à 40, hein. Il y a eu des moments creux, mais il y a eu quand même, il y a eu du monde, quoi. Ouais, c'est ça, on a eu c'est un gros rumble. Moi, je suis toujours content de revoir un rumble, hein, je vais pas mentir. Ouais. Là, ça m'a fait plaisir de faire ça pour l'émission. Ouais, ce que je dirais, c'est qu'on était vraiment dans une période charnière, pour résumer le truc, hein, et qu'effectivement toute la génération, comme je disais, Mr Kennedy et compagnie, Carlito et compagnie qui étaient déjà plus là, plus de Shelton Benjamin, plus tous ces gens qui étaient susceptibles quand même d'arriver dans le main event avaient disparu. Et on a, pour tout le début du rumble, les derniers arrivés, tout frais d'NXT, qui sont là un petit peu, donc la Nexus, The Core, tout ça, c'est un peu la première génération des gens qui ont été formés à la Florida Championship Wrestling, qui a fusionné un peu après avec NXT, pour donner le NXT actuel. Voilà, on les voit faire leur début, alors que la génération précédente, c'était pas la même formation. Ils étaient formés à l'Ohio Valley Wrestling, qui était tenu par Jim Cornette. C'est là où John Cena, Orton, Brock Lesnar, voilà, ils ont tous été formés là-bas, hein. Ça donne pas tout à fait les mêmes résultats. Euh, on voit qu'il y a quand même des mecs sur qui ils pensaient quand même depuis longtemps. Daniel Bryan, quand même, j'étais assez choqué de le voir. Déjà aussi haut dans la carte, on voit qu'ils avaient déjà prévu le truc d'en faire, l'ultimate underdog, le mec contre le système, même si, il était plus ou moins heel, on voit que ça allait travailler et sa position d'entrée en premier dans le rumble, c'est pas un hasard non plus, hein. Je pense qu'ils avaient déjà de gros projets pour lui et par contre, il y en a beaucoup, on voit que ça a rien donné, hein, des Ezekiel Jackson, des, Mason Ryan, Wade Barrett, ça a jamais accroché non plus. Il y a quand même un constat d'échec qui est assez cuisant pour beaucoup de catcheurs qui sont apparus dans ce rumble-là. Et Ouais. c'est pas forcément les mecs qu'on attendait, qui sont arrivés au sommet. On pensait à Whisky Harris, par exemple. Ouais. Mais il y a vraiment beaucoup de jeunes pousses qui ont rien donné du tout. C'est peut-être ce qui m'inquiète le plus, ce qui me choque le plus dans cette histoire. Mais
Voilà, Rumble charnière, un des plus grands, avant qu'il y ait le Greatest Royal Rumble pour notre ami le roi de l'Arabie Saoudite, là. Ouais. C'était le plus gros Royal Rumble de tous les temps. Voilà ce que j'ai à dire, mais c'était plutôt une bonne pioche, hormis les matchs, les 3 matchs qui étaient avant le Rumble, qui n'étaient pas franchement exceptionnels. Le Royal Rumble en lui-même était plutôt réussi. Ouais, c'était ce qu'on appelle un pay-per-view à un match, hein, ce qui arrive souvent au C'est ça. Rumble. Mais bon, après, est-ce que c'est pas parce qu'ils étaient 40 qu'on a cette impression qu'il y a eu beaucoup de gâchis? Mais faire un petit clin d'œil à la superstar du commentateur de catch français, c'est-à-dire Christophe Ajuste. Si tu nous écoutes, Christophe, je me souviens qu'à l'époque, je regardais le catch en français. J'avais, je sais plus, c'était pas NT1 ou AB1 à l'époque qui avait le catch. Et peu de temps avant ce Rumble, je pense, il y avait eu un affrontement entre The Core et la Nexus. Et on avait eu Ezekiel Jackson en face à face avec Mason Ryan et Christophe Ajus. Je me souviens très bien, je sais pas pourquoi cette phrase m'a marqué. Christophe Ajus avait dit: regardez ces deux hommes, dans un an ou deux, ça sera le main event de WrestleMania. Voilà. Ouais. Eh oui. Christophe Ouais, Ajus, on peut pas être bon partout, désolé. non, Après, c'est leur rôle de vendre les mecs. Hein, Bien sûr, non, mais c'est bien sûr leur rôle, évidemment, mais c'est. Là, c'était deux produits quand même un peu échoués, hein, papy, même impression là sur ce Rumble. Ouais, bah, c'est un peu la même impression. Donc, effectivement, je rejoins ce que vous dites sur le fait que finalement, ce pay-per-view, il tient que pour le Rumble. Le reste, c'était vraiment oubliable. Le Rumble en lui-même, bah, il y a pas mal de segments marquants. Je me demande s'il y avait eu que 30 personnes, est-ce que ça aurait pas permis d'avoir un Rumble plus compact et en fait parfait, ou pas loin avec, toutes les histoires qu'ils avaient prévues? Il y aurait eu moins de temps mort, mais du coup, est-ce que du coup, ça aurait permis aussi de faire toutes les histoires? Parce que toute la partie, du Nexus, si tu as pas la chair à canon, bah, ça rend un peu moins. Bon, après, on verra que, bah, Lesnar a fait ça plus tard, hein, mais à lui tout seul, mais Ouais. c'était un peu l'idée. Mais voilà, donc c'est effectivement il y a ouais, il y a quelques visages que tu revois là, et qui finalement ont fait carrière et qui étaient encore mal dégrossis, des Cody Rhodes, des Drew McIntyre, enfin, Cody on l'a pas vu, mais on l'a vu, avant. Heu, mais voilà, c'est vrai que c'est l'échec aussi des factions là, Nexus et New Nexus et Core, et The Core, tu pas grand monde qui est sorti, finalement que Ski Harris et encore c'est en se renouvelant complètement. Les autres, à part faire de la low card, même, un de mes chouchous, Curtis Axel, qui s'appelait McGilly Gilly, bah, c'est un peu le syndrome Ted DiBiase, quoi. C'est du catch sympa, mais un C'est charisme vrai. vraiment terrible, quoi. C'est en dessous de zéro, quoi. Donc, bon, bah, voilà, c'est dommage pour eux. Mais le Rumble à 40 a sûrement aussi permis un peu cette histoire de gang, parce que déjà, New Nexus plus The Core, ils sont neufs, quoi. Ouais, Et mais là, on The voit Core, il bien. sert à rien, finalement, tu les aurais pas eu, ça Ouais, aurait rien changé. Et en c'est fait, vrai. au Raw, juste avant, Rumble, ils ont une confrontation de Nexus, enfin, CM Punk contre Wade Barrett et le gagnant, et le perdant a son équipe exclue du Rumble. Et au Ah final, bon, il y d'accord. avait une entourloupe, c'était Cena qui avait arbitré, qui avait fait perdre les 2, donc du coup, bah, finalement les 2 avaient pas perdu, ils avaient gagné, blabla, ça va arranger les bidons. Mais je me dis que s'ils avaient trouvé le moyen de faire perdre Barrett et que le corps avait pas été là, bah, il aurait pas manqué, hein. Ouais. Ouais, bah, parce qu'on le voit cette année, par exemple, avec le Rumble qui approche, notamment avec le Hurt Business. A priori, il n'y aura que Lashley hein, comme Ça, c'est représentant. dommage. Ouais, on verra. Peut-être qu'ils vont trouver une entourloupe. Et puis, à ton grand plaisir, Papy, je pense qu'ils feront rentrer Tour Retribution aussi. Alors là, j'espère pas, tu vois? Franchement, s'il faut rentrer Retribution ou alors que c'est limite entre eux, c'est con, comme ça, on sera tranquille. Voilà, bon, c'était une petite On va y transition. venir. Mm. Une transition pour revenir à la réalité de 2021, les amis. On a vieilli 10 ans en quelques secondes. Nous revoici dans le réel. Bah, j'espère que ça vous a plu à tous et tous de nous avoir écoutés pour cette analyse. N'hésitez pas, hein, vos retours nous aideront à en refaire ou pas. On verra. Après, là, on a fait ce qui était il y a 10 ans. On fera peut-être ce qui était il y a 20 ans, 30 ans, 25 ans. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous le dire. D'ici là, ben, nous, on va reprendre un peu le cours de la WWE dans cette Road to WrestleMania 2021. Ringside, merci d'avoir été là avec ta mémoire légendaire du catch. Hein, ça fait plaisir d'avoir un pilier à nos côtés. C'est un plaisir partagé. Et ouais, effectivement, si ça vous chauffe, hein, les amis, n'hésitez pas à nous bombarder de commentaires là pour nous motiver pour qu'on fasse la suite parce que ça demande un peu plus de boulot que les weekly habituels.
Et voilà, donc si vous en voulez plus, hein, faites-le nous savoir. Donnez-nous un petit peu d'amour, même si on est tous trois deux gros cyniques de merde, mais on aime bien quand même être motivés. Oui. Papy, tu veux de l'amour aussi? Ça t'a plu cette Oui, petite analyse? voilà, aimez-nous, donnez-nous des likes, des pouces et tout. Mais surtout, effectivement, je rejoins Ringside et ce que tu dis aussi. N'hésitez pas à nous dire un peu ce que vous avez pensé, des petites remarques aussi, hein, s'il y a des choses que vous souhaitez qu'on développe plus ou au contraire qu'on passe plus vite, ça nous permettra d'améliorer le produit au fur et à mesure et passer commande sur des 15 ans, 20 ans, 7 ans, 3 ans et demi, 1 mois, 3 quarts, tout ce que vous voulez, vous nous dites, on sera là pour vous. Et en tout cas, merci Raphaël d'avoir lancé ce concept très sympathique. Mais ce fut un plaisir. Alors c'est vrai que dans l'idée, j'imaginais peut-être quelque chose de plus court, mais là on a attaqué par le Rumble A40, qui était un gros morceau. Peut-être que Ouais. si on s'amuse à faire le WrestleMania d'il y a 20 ans ou des choses comme ça, ça sera un petit peu plus court, on verra bien. J'avoue que quand t'as dit on va faire ça en 1 heure et demie, j'ai pas cru 30 secondes. Hein. Et ben voilà. Je voulais pas te Eh ben décourager. écoute, c'est un petit mytho. Voilà, c'était une petite tentative. Allez, on va réussir à passer sous la barre des 2 heures. Ciao les copains, ciao à tous. Salut Ciao, tout le bye bye. monde! Eh, j'ai pas fait la promo, mais en 2011, ça n'existait pas, Spotify, Deezer, tout ça, machin, bidule, Google, Apple, podcast. Alors, retrouvez tout ça dans le 2021. Ciao, Voilà, ciao. 36-15 ketchup. Ah, exactement. Allez sur Dailymotion. Del Rio. Su ganador, Alberto! Los cojones.